Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. La cigarette électronique ne sera donc pas vendue en pharmacie. Le Parlement européen estime qu'elle doit rester un produit de consommation courante. La cigarette classique, elle, va au contraire faire l'objet d'un encadrement renforcé. Les fumeurs restent aux alentours de 14 millions en France, même si la vapoteuse est désormais utilisée probablement par un demi-million d'adeptes. Nous avons donc intitulé cette émission « Un monde sans tabac » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Bertrand Dotzenberg est président de l'Office français de lutte contre le tabagisme. Vous êtes pneumologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je rappelle la 3e édition de votre petit livre pour arrêter de fumer chez First, ainsi que La République en fumée chez Ofta Éditions. Gérard Dubois est lui professeur de santé publique à la faculté de médecine d'Amiens. Vous êtes également président de la commission addiction de l'Académie de médecine. Et votre livre, Le rideau de fumée, sur les méthodes secrètes de l'industrie du tabac, est lui publié aux éditions du Seuil. Martine Pérez est médecin et journaliste. Vous avez longtemps collaboré au Figaro, dont vous avez été rédactrice en chef de la rubrique Sciences et Médecine. Vous êtes l'auteur d'Interdire le tabac, l'urgence, paru chez Odile Jacob. Enfin, Danielle Jourdain-Méninger est présidente de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, créée en 1982. Je rappelle que la MILT coordonne les actions de l'État dans les domaines de la prévention et du combat contre les toxicomanies. Est-ce que vous pensez, on va revenir à la cigarette électronique, mais qu'on finira un jour par interdire, je dis bien interdire, le tabac? Bertrand Dotzenberg, vous faites non avec la tête. Non, je suis fanatique de la fin du tabac, mais pas pour l'interdiction. L'interdiction, ça va pas marcher. Il faut que les gens n'aient plus envie de fumer, qu'il n'y ait plus de tabac, mais ça va se faire sans interdiction. Dès qu'on veut interdire, ça marche pas. Donc il faut accompagner, aider les gens. Le tabac, c'est une drogue sans aucun intérêt. Les premières cigarettes, ça donne des nausées, ça fait vomir. Et après, on fume uniquement pour ne pas être en manque de la cigarette d'avant qu'on a pris. Donc une drogue sans intérêt qui tue, qui a une chance sur 2 de vous tuer, et qui, à la fin de votre vie, vous avez payé à peu près le prix d'une maison en achetant les cigarettes, ça n'a vraiment aucun intérêt et ça va disparaître par manque d'intérêt. Le tabac, c'est une drogue ringarde de nul à la poubelle. C'est très bien. J'allais vous dire, c'est formidable parce que vous rationalisez. Vous êtes bien médecin, c'est rassurant, vous rationalisez quelque chose qui ne l'est pas. Le rapport au tabac n'est pas un... alors, si. 2 plus 2 égale... Non, mais pour le fumeur, 2 plus 2 égale 4, ça n'existe pas. Ah, c'est pas les mêmes sous, mais si on sait... Et en plus, ça fait mal au cœur. On le sait. Enfin, ceux qui ont fumé ou qui fument le savent tous et pourtant, tous les jours, leurs mains va vers leur paquet de cigarettes. Mais dès qu'on s'occupe du tabac ou des autres addictions, il faut avoir une connexion avec les patients qu'on voit qui racontent tous un peu la même histoire. Et il y a d'un côté la science et puis il y a d'un côté le contact humain, l'histoire, pourquoi les gens fument. Et on est au mi-chemin entre les sciences sociales et les sciences médicales et il faut être efficace. Martine Pérez. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, puisqu'on a dit qu'on ne serait pas tous d'accord. Il y a certains pays qui ont décidé clairement qu'on allait interdire le tabac à l'horizon 2020. Et ils ont mis en œuvre un certain nombre de mesures extrêmement efficaces pour que cette interdiction soit effective. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du jour au lendemain de dire aux gens qui fument et qui sont complètement accrochés à leur cigarette, du jour au lendemain, vous ne fumerez plus. Mais il s'agit de mettre en place des vraies politiques, des vraies stratégies, des vraies planifications sur 5 ou 10 ans. C'est pas ce qu'on fait en France aujourd'hui. La Finlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, eux, ils ont dit paquet neutre, ils se sont battus pour ça. Ils ont augmenté énormément le prix du paquet de tabac. Ils ont prévu qu'on ne fume plus en extérieur. Ils pénalisent avec, je crois, 6 mois de prison même la vente de tabac aux mineurs. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des vraies politiques extrêmement dissuasives. Et je pense que tant qu'on ne fera pas des mesures qui sont un peu coercitives, on n'arrivera pas à se débarrasser de ce qui est un vrai poison et qui attrape nos enfants dès l'âge de 11 ans. Donc là, vous nous dites qu'il y a des pays avec des politiques volontaristes qui sont en train d'essayer de créer effectivement ce qu'on a appelé ce soir par provocation un monde sans tabac. Exactement, il y a des pays qui sont courageux. Gérard Dubois, vous y croyez, vous? Oui, on y va. Alors, simplement pour dire qu'on est sur le chemin. Depuis la loi E20, les ventes de cigarettes en France ont été divisées par 2. Les cancers du poumon des hommes autour de 40 ans ont été divisés par 2. Donc, ça montre qu'on est sur le bon chemin. Alors, de façon négative, on aurait pu faire 2 fois mieux. Oui. C'est-à-dire que la baisse qui est constatée depuis 1991 et la loi E20, donc plus de 20 ans qui nous séparent de cette date, elle s'est produite pendant 10 de ces 20 années. Et donc, on a eu 3 mesures politiques efficaces et on a eu 3 mesures politiques très négatives qui ont ralenti les choses. Et donc, notamment de 2005 à milieu de 2012, on a eu un plateau inexorable avec un enrichissement incroyable de l'industrie. Alors, ça montre que quand on veut, on peut, mais par donc, contrôle les fumeurs
recule régulièrement en France. Et On pourtant, recueille l'industrie du tabac continue de dégager des profits majeurs. Oui. Ça, c'est ce que vous venez de nous dire à l'instant. Tout à fait. C'est Il troublant, continue. non? Oui, mais il faut savoir que notamment sur les dernières années de la période du président Sarkozy, tout le monde croyait que c'était des augmentations de taxes, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était les industriels qui augmentaient leurs propres prix. Ça les a enrichis de manière absolument incroyable. Et l'État se contentait passivement de collecter les taxes, alors que précédemment, on augmentait les taxes. Et en augmentant les taxes, on augmentait les revenus de l'État. Alors, mais pour dire que on voit que par le contrôle du tabac, on arrive à contrôler le tabac, à diminuer quand réellement on désire mettre en place des politiques efficaces. Alors je dis tout de suite, il n'y a pas de politique efficace sans augmentation répétée et dissuasive des prix par augmentation des taxes. Donc un gouvernement qui ne le fait pas ne désire pas agir efficacement contre le tabac. Pardonnez-moi, le Alors, matraquage fiscal fait partie de la panoplie c'est une nécessaire, incontournable. Pourquoi? Incontournable. Et pourquoi? Tous ceux qui essayent de ne pas faire ça et de faire tous les bricolos qui sont autour, ça ne marche pas. Par contre, tous ces bricolos ne sont plus des bricolos, acquièrent une efficacité quand ils viennent en complément de l'augmentation des taxes. L'augmentation des prix est centrale. Il faut que celui qui achète des cigarettes paie de plus en plus et que les augmentations soient par paliers successifs dissuasifs. Alors maintenant, votre objectif. Eh bien, en 2006, au Congrès mondial, il y avait une communication sur ce que les anglo-saxons appellent endgame, la fin de partie, c'est-à-dire la fin du tabac. Eh bien, le dernier Congrès mondial, c'était la moitié des communications. Donc vous voyez que là maintenant, le sujet, le thème, la fin du tabac, tente à se profiler. C'est un rêve vapoteux est devenu quelque chose de relativement envisageable. C'est un horizon, mais c'est un horizon qui ne doit pas reculer au fur et à mesure qu'on avance. Ce sera l'objet de notre troisième reportage, mais je crois que je dois vous poser la question au début de l'émission, Daniel Jourdain-Méninger. Est-ce qu'à la Milt, on considère que le tabac est une drogue? On considère que le tabac fait partie des conduites addictives. C'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus, et surtout avec les jeunes, qu'on a une conduite addictive. On commence par le tabac, il y a en même temps l'alcool, souvent le cannabis. Et donc, notre approche, nous, c'est pas le produit. On veut être efficace et donc on s'insère dans des conduites addictives. Avec une palette de mesures qui sont l'augmentation régulière du prix du tabac, mais aussi des campagnes de prévention qui doivent être efficaces. Alors j'en viens à la cigarette électronique. Mes copains qui, je ne sais pas s'il faut dire fument ou vapotent avec leur cigarette électronique, est-ce que vous estimez qu'ils ont eux aussi une conduite addictive? C'est compliqué pour la cigarette électronique parce qu'on n'a pas beaucoup de recherches en la matière sur la toxicité, mais aussi, ce qu'a très bien dit le professeur Dunzenberg, sur la posture, sur la manière dont on s'empare de la cigarette électronique, dont on fait le geste que vous avez fait d'ailleurs vous-même. Oui, mais c'est même le plaisir de la gestuelle du fumeur. Voilà. Donc, et donc, on joue au minimum une pièce de théâtre relative au tabac. Une pièce de théâtre. Donc il faut intégrer tout notre raisonnement, toutes nos politiques sur la cigarette électronique dans l'ensemble de ces postures. Est-ce que ça va devenir un instrument de sevrage ou est-ce que c'est un objet qui va permettre l'initiation? Le vote hier du Parlement européen, vous considérez ça comme une bonne nouvelle? C'est un premier pas. Mais ça n'est qu'une première étape, puisque ensuite les débats continuent. On ne s'arrête pas à ce qui s'est passé hier. Alors, Bertrand Lutzenberg, franchement, est-ce qu'il y a place pour le doute, je dirais, dans la lutte entre la cigarette électronique et la cigarette classique? La cigarette électronique. Elles sont vraiment pas comparables. Quand dans un cas, je m'enfile enfin voilà, je suis en combustion, et dans l'autre, je joue avec un objet dont on ne connaît pas tout. Vous avez raison de le rappeler, avec lequel on n'a pas assez de recul. Mais enfin, je ne fume plus. Il n'y aura jamais une cigarette électronique totalement inoffensive. Et en plus, on met dedans de la nicotine, qui est une drogue addictive. Donc, le sans risque du tout n'existe pas. On peut doser. Mais le niveau de risque par rapport à la cigarette, on est 100 à 1000 fois inférieur. Prenez la comparaison hier, le fumer, c'est une chance de mourir, donc c'est 50 km sur l'autoroute à contresens à fond, et la cigarette électronique, c'est rouler à 150 au lieu de 130. C'est-à-dire qu'on a un niveau de danger qui est dans un monde différent. Mais de rouler à 150 sur l'autoroute, il y a un peu plus d'accidents aussi. Donc c'est un bon produit pour les fumeurs, tout fumeur qui sort du tabac pour faire n'importe quoi, j'allais dire, au mieux d'avoir une chance sur deux de mourir quand il fume, il a beaucoup moins de chances de mourir. C'est bizarre votre réponse. C'est-à-dire que vous présagez que la cigarette électronique puisse conduire tout simplement à, pour le coup, une vraie
conduite addictive qui puisse éventuellement mener vers la cigarette tout court? Alors, chez les enfants... Parce que c'est ça votre réticence dans ce cas. Alors, on sait que chez les enfants de Paris où on mesure ça, on avait 10% des enfants parisiens qui l'année dernière avaient expérimenté. Là, on en a beaucoup plus cette année, en 2013, que l'année dernière. Et avec, pour l'instant, de l'incertitude. C'est-à-dire, pour l'instant, on a un taux d'expérimentation qui est élevé et on a un taux d'utilisation qui est seulement du quart du taux d'expérimentation. C'est-à-dire que sur 4 enfants qui disent « je l'ai essayé », dont certains n'avaient jamais fumé une seule cigarette, on n'en a que 1 sur 4 qui le fume. Alors que pour le tabac, en gros, la moitié des jeunes qui expérimentent la cigarette deviennent fumeurs après. Donc, mais on ne sait pas. La réponse, ça sera dans 6 ans et je ne veux jamais avoir la réponse. Parce que je ne veux pas avoir de données épidémiologiques pour connaître ce risque. J'ai mieux qu'il n'existe pas par précaution. Alors on va revenir à l'actualité la plus récente. Vous savez que c'est une victoire pour tous les défenseurs de la cigarette électronique. Elle reste en vente libre, n'est pas considérée, si on peut dire, comme un médicament et ne sera pas vendue en tout cas en pharmacie. Un soulagement. Alors, allez-y. Non, la cigarette électronique pourra être vendue en pharmacie. Oui. C'est l'autorisation sur le marché. Ce qui peut aider dans une consultation de tabacologie. Si on a une cigarette électronique qui a un AMM comme un médicament qui est enregistré, on pourra la prescrire à côté des patchs. Sa vente ne sera pas réservée aux pharmaciens. Oui, c'est pas obligatoirement. Vous avez tout à fait raison. Il y a la possibilité qui est une bonne chose. Un soulagement aussi pour ceux qui la commercialisent ou qui la commercialisaient jusqu'ici. Le président français des vapoteurs parle, lui, d'une double victoire contre le lobby du tabac et contre celui de l'industrie pharmaceutique. Bref, les joies du vapotage apparemment gardent libre cours. Reportage de Lise Barcellini, Laurence Aïda Diop, Guillaume Biraud et Emmanuel Bach. Leur liberté ne partira pas en fumée. Ces boutiques qui fleurissent partout en France ne mettront pas la clé sous la porte. La vente de cigarettes électroniques ne sera pas réservée aux pharmacies. La directive européenne n'a pas été adoptée. Pour ces vapoteurs, c'est une victoire. C'est David qui a gagné contre Goliath et c'est tellement rare de nos jours. On est face à 2 grands lobbies qui ont une quantité d'argent monstrueuse à dépenser pour réussir à arriver à leur fin, l'industrie du tabac, l'industrie pharmaceutique. Et c'est les petits David que nous sommes, les citoyens qui parlons avec le cœur pour défendre cet outil qui nous a sauvé la vie, qui a réussi à gagner contre ces gros mastodontes. Ces utilisateurs de cigarettes électroniques ont même créé une association pour revendiquer un nouveau droit, celui de vapoter en paix. On ne gêne personne, au contraire, on peut être fiers de nous, on a réussi à arrêter le tabac, on n'avait jamais réussi à arrêter le tabac avant. Donc pourquoi nous mettre des bâtons dans les roues? Oui, on revendique la liberté de pouvoir vapoter. La liberté, mais aussi le plaisir. Dans cette boutique du 12e arrondissement, on voit chaque jour des clients abandonner la cigarette classique sans souffrir et même avec le sourire. Il est très agréable. Du coup, ouais, elle est très... En 650, après, si vous voulez, j'ai les batteries tension variable. Mais bon, mieux que la clope. C'est vrai? C'est mieux que la clope. Mieux que la clope et surtout moins nocif. Pas question pourtant d'y voir une punition, ni même un médicament. C'est bien la première fois qu'on a quelque chose de solide pour faire un peu de chemin sans la tueuse. Voilà. Vous fumez plus du tout de tabac? Beaucoup moins. 4 fois moins. Voilà. Et ça marche bien. Hein. Même mon docteur m'a dit que c'était pas si mauvais que ça. Voilà. Non, c'est bien, ça marche. Pour moi, je ne me soigne pas, je fume intelligent. Voilà, je fume en moins nocif. La cigarette électronique, c'est aussi une bonne dose de marketing. Nous avons une variété de produits qui sont assez dispatch, comme on dit. Nous avons les modèles féminins, les modes. C'est des modèles assez puissants qui montent jusqu'à 1500 en watts. Plus chic, que ce soit pour les soirées, comme ceci. Pipe un peu moderne, comme celle-là, qui est assez puissante. Et elle dure à peu près entre 10 et 12 heures sans la recharger. Des boutiques comme celle-là, il y en aura 300 en France d'ici la fin de l'année. Le filon est prometteur, ce gérant l'a bien compris. On a décidé de continuer les travaux du magasin. Donc on a poussé à faire ici des travaux pour monter un salon de dégustation pour tous les goûts qu'on fait. Donc on aura des canapés, un bar, des chichas électroniques, bien sûr, avec tous les goûts qu'on fait. Ce médecin, lui aussi, milite pour la cigarette électronique. Il a même coordonné un appel pour la reconnaissance de son utilité par le corps médical.
Mais paradoxe, pas question pour lui d'en faire un médicament. On aimerait simplement que l'on reconnaisse la cigarette électronique comme un véritable outil que l'on peut conseiller. Vous savez, tout ne se termine pas par une ordonnance dans une consultation de médecin, et il faut que l'on puisse conseiller des éléments d'hygiène de vie qui sont essentiels pour la santé des gens. Vous avez vu un médicament, une fois qu'il est sorti, ça ne bouge plus. Il n'y a plus de recherche. On fait la recherche avant, on fait le dossier AML, le médicament est lancé. Regardez les patchs, à chaque lancement, ils n'ont jamais bougé. Les gommes, etc., bougent très très rarement. La recherche est terminée. Or, la cigarette électronique, ce qu'il faut fondamentalement, c'est améliorer les dispositifs, améliorer les liquides. Aujourd'hui, ça ne convient pas à tous les fumeurs. Donc, il est fondamental que toute cette recherche pratique continue constamment. Et si pour chaque petit progrès, vous devez déposer un dossier d'autorisation de mise sur marché lourd qui coûte une fortune, et bien vous cassez toute cette recherche. En France, la cigarette électronique, c'est un marché de 100 millions d'euros en 2013 pour déjà 1,5 million d'utilisateurs dans l'Hexagone. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions à vous poser sur des choses qui sont dites dans le reportage. On a d'abord une question de téléspectateurs. Avons-nous le recul nécessaire pour affirmer que la vapoteuse est moins nocive que la cigarette? Alors, il y a la notion de recul nécessaire et il y a moins nocive que la cigarette. Gérard Dubois. C'est évident que c'est moins dangereux. Ça contient pratiquement que la nicotine plus quelques substances qui, à l'évidence, n'ont pas le niveau de risque de la cigarette elle-même. Mais la réaction que j'avais au reportage, il y en a qui doivent sabler le champagne. Philip Morris, Imperial Tobacco, Japan Tobacco, ils ont gagné. Pourquoi? Ça vous rappelle pas les radios libres? Tout le monde a trouvé ça extraordinaire en 80. Enfin, on avait les radios libres. Il y en a encore des radios libres? Elles ont toutes été rachetées. Donc les petits qui sont là, ils ont gagné un marché. Vous pensez qu'ils vont survivre longtemps? Tous les grands cigarettiers ont dorénavant leur marque. Imperial Tobacco vient même d'avoir un accord avec celui qui a les brevets de la cigarette électronique, le chinois, qui les a mis au point. Philip Morris commence des publicités aux États-Unis. Il y a même une marque en France qui commence sur une chaîne télévisée d'information. Donc à partir de là, les gros bientôt le sont cowboy derrière... Marlboro va se fumer des cigarettes électroniques. Mais bien sûr, c'est évident, ils sont derrière et ça n'est qu'une question de temps. Vraiment, ça m'a rappelé immédiatement les radios libres. Tout le monde était content en disant vraiment ces gens, mouvement associatif extraordinaire. Là aussi, on a une association qui et je crois que ces gens-là sont sincères. Vous nous suggérez qu'ils téléguident ou pas? Non. Ah, non. Très bien. Non, exactement. Je vous demande d'être précis. Voilà. Exactement France, comme pour les radios libres. Au moment où vous posiez la question, je disais ils sont sincères. Oui. Bon, on voit que c'est une sincérité, c'est un groupe qui est indépendant, mais à l'évidence, je veux dire, quand vous voyez les moyens financiers d'un côté et eux, ils pèsent quoi, financièrement. Donc, pour eux, c'est extraordinaire parce que quand ils vont être achetés, ils vont se faire beaucoup d'argent aussi. En fait, vous nous dites, ce sont comme les pétroliers qui investissent aujourd'hui légèrement dans des énergies alternatives. Exactement. Et puis, mais réellement, moi, j'aime bien cet exemple des radios libres parce que c'était associatif, c'était sincère, avec un but de changement de l'information dans la société. On les a autorisés, ils ont tous été rachetés. Voilà. Martine Pérez. Oui, alors bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous dites. Néanmoins, les vraies questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est ils sont rachetés, c'est la loi du marché dans le monde dans lequel on vit, et l'essentiel, c'est quand même la question de santé publique. Est-ce que c'est moins nocif? A priori, oui. Il y a quelques études. Et voilà, les grands vont le racheter. On n'y peut pas grand-chose, nous, mais en tant que médecin, on peut s'interroger en se demandant qu'est-ce qu'on a comme information sur les effets sur la santé. Alors, il y a eu quelques études. Une première étude qui a été publiée l'année dernière lors d'un congrès de cardiologie. Ils ont comparé des vapoteurs avec des gens qui fumaient une vraie cigarette. Ils ont regardé comment fonctionnait leur cœur et quel était le niveau de leur tension artérielle. Eh bien, après une cigarette, la tension monte et la fréquence cardiaque augmente, ce qu'ils n'ont pas observé avec une cigarette électronique. On sait aussi, il y a quand même désormais pas mal d'études qui montrent que c'est un outil de sevrage, que les gens ne fument plus de cigarettes. 73 000 morts en France par an, 5 millions dans le monde, on dit qu'il y en a en Chine, c'est énorme. Donc moi je dis, chapeau bas, peut-être qu'il va être acheté, mais chapeau bas aux Chinois qui en 2004 a quand même révolutionné, peut-être sans le savoir immédiatement, le monde de la tabagie qu'on pensait figé pour un petit bout de temps. Qui avait refusé au début de vendre à l'industrie du tabac, mais qui vient de le faire. Voilà, mais bon, peu importe, le problème c'est quand même, vous êtes d'accord avec moi, puisqu'on est médecins tous ici, c'est la santé publique.
Alors, juste une chose, il y a des termes qui sont employés dans le reportage et qui sont d'usage courant et commun pour évoquer ce débat. D'abord, on entend nos vapoteurs nous dire c'est la victoire de David contre Goliath. Au moment où nous parlons, est-ce que c'est vrai ? Pour l'association française, c'est vrai, il y a des associations dans tous les pays. En France, elle est vraiment indépendante et en 2006-2007, ils ont vraiment considérablement amélioré les produits. Ils ont imposé les bouchons pour les enfants, ils ont dit qu'il fallait mettre la tête de mort sur le flacon, ils voulaient que tous les petits vendeurs aient leurs conditions de vente, tout ça. C'est une vraie association du type de ce qu'on a connu avec les associations de malades de sida avant. Mais dans les autres pays européens, beaucoup d'associations sont reprises par les fabricants d'e-cigarettes, ou en Allemagne, où comme ils avaient trop peur du médicament, ils sont plus ou moins alliés avec l'industrie du tabac. Donc elles ne sont pas partout indépendantes, les associations. Pour l'instant, en France, on a une situation angélique qui ne va pas durer éternellement. Mais sur le fond, les vapoteurs, ce que dit l'association des vapoteurs, c'est la réalité de tous les gens qu'on voit un par un en consultation. Donc ils reflètent une vraie réalité de terrain et de façon relativement intelligente. Qui fabrique ces produits ? Pardon, vous vouliez intervenir. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que derrière tout ça, il y a aussi un effet de mode. Il ne faut pas négliger la posture, l'effet de mode qui fait que ça fait bien, alors que par ailleurs, on voit bien qu'il y a une représentation de plus en plus négative du fumeur. Et donc, moi, ce dont j'ai peur avec la cigarette électronique, c'est qu'on passe de cette représentation négative du fumeur qui est à côté de vous, qui a, vous l'avez dit vous-même, une image de plus en plus dégradée, et puis la cigarette électronique qui fait bien, des beaux objets. Et c'est quand même un risque pour ce monde sans tabac auquel nous aspirons. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Les fumeurs ne sont pas des gens à image dégradée, c'est des gens qui sont malades parce qu'ils ont le cerveau modifié par une maladie qui s'appelle la dépendance à nicotine. C'est des victimes du tabac et 80% des fumeurs, ils voudraient être non-fumeurs. Donc il ne faut pas dire que le fumeur a une image dégradée. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir aussi une image dégradée. Non, mais leur image maladie, dans la société, oui, juste oui. pardonnez-moi, je vous parlais tout à l'heure du fameux cow-boy. Il a été un héros il y a 40 ans, aujourd'hui tout le monde rigole. Enfin, je veux dire, on se dit, de toute manière, les cow-boys en 1850 ne fumaient pas, il n'y avait pas de cigarette. Quand on voit Lucky Luke avec une cigarette, c'est une erreur historique qui a été corrigée. Après, on lui a mis un bras d'arbre dans la bouche, qui était c'est comme les mondes d'Astérix. Mais sur le fond, les fumeurs, ils veulent tous s'arrêter. Là, on offre quelque chose qui est à la mode, je suis d'accord, qui leur permet de sortir. Et pour l'instant, actuellement, pour encore quelques années, il faut faire que ce produit soit le plus à la mode possible pour qu'il sorte le plus en plus. Si un jour on voit que les jeunes accrochent pour ce produit mode et rentrent dans le tabac avec ça au mieux d'en sortir, il faudra dire stop, on arrête, on supprime les parfums, on supprime, etc. Donc tant que c'est un produit de sortie, il faut le favoriser. Question très importante, produit de sortie, je retiens cette notion. Deuxième notion abordée et exprimée dans le reportage. On voit un vapoteur qui visiblement fume encore un peu, qui nous dit « je fume moins nocif ». Je crois où la jeune femme dit « je fume moins nocif ». Ça amène la question que je vous posais il y a quelques instants. Alors est-ce que vous nous le confirmez? Deuxième chose, sait-on qui fabrique tous ces produits? C'est entre les mains de qui et avec quel... Voilà, que sait-on de la fabrication de la cigarette elle-même, des produits qu'on met dedans et qui commencent à prendre les atours de produits assez attractifs. Gérard Dubois. Alors moi, je veux dire, il y a une chose qui m'étonne, c'est le texte qui a été voté par le Parlement européen supprime ou va interdire les arômes dans les cigarettes. Et dans le même temps, vous avez entendu, on multiplie les arômes dans la cigarette électronique. Je sais pas, il n'y a pas une contradiction là quelque part. Bon, mais sur les fabrications, sur les fabrications, je crois que Bertrand Dutzenberg connaît mieux que moi les lieux de fabrication. Il y avait beaucoup en Chine, mais maintenant ça tend à diffuser dans certains pays, y compris en France. Voilà. Donc vous trouvez qu'on a un suivi clair. D'abord, à la question qui fabrique, on répond quoi? Alors, l'essentiel est fabriqué en Chine, mais il y a un très gros fabricant d'e-liquide en France qui fabrique plus que la consommation française. Tous les produits, il y a 3 ans, ils étaient mal fabriqués. Jusqu'en 2010, c'était mal fait. Il dépend de quelqu'un, il est dans un groupe connu. Maintenant, il y a à peu près 100 000 C'est un laboratoire pharmaceutique? Il y a un certain nombre de labos, mais la plupart des usines chinoises qui font les liquides, c'est d'anciennes usines qui sous-traitaient de médicaments et qui maintenant font des liquides. Ils travaillent pratiquement tous avec des substances PHP, c'est-à-dire qui sont certifiées qualité pharmaceutique. Ouais. Ils achètent leur nicotine au même endroit que les gens qui font des patchs en France. C'est la même nicotine qui sert à faire les patchs qui en donnent le liquide. Et après, les processus de fabrication qui sont toujours pas parfaits, parce que par exemple, quand 60 millions de consommateurs analysent le liquide, il y a un peu de traces de métal, de particules de métal. Ça, c'est pas lié au liquide, c'est lié au processus de fabrication qui n'a pas été d'un bout à l'autre de la chaîne bien fabriqué. Donc, il y a encore des choses à faire. Il faut une norme ISO ou une norme CEL sur la qualité des liquides, sur le contrôle des liquides.
Mais les liquides sont contrôler la beaucoup mieux fabrication. qu'à 3 ans. Oui. Et ils seront encore mieux dans 3 ans. Donc on sait en gros qui fabrique quoi et comment, si je puis dire. Enfin, est-ce que vous trouvez qu'il y a... En revanche, Non, mais si vous allez sur Internet, je me suis amusé d'acheter, j'achète 100 litres de propylène glycol, 10 litres de nicotine, etc. Je commande, on me dit que c'est livré en 3 jours, et puis à la limite, je peux faire ça dans ma cuisine. Et il y a des petits fabricants qui font ça dans la cuisine. Mais il y a... C'est ce que vous venez de me dire, je trouve ça très inquiétant. Non, mais il y a Excusez-moi, 5 ans, les produits industriels étaient mauvais, donc ils étaient tous les vapoteurs étaient en train de bricoler, de rajouter des piles avec des fils et le fer à souder pour monter de la pression et de faire le truc. C'est ça la radio libre. Maintenant, ils ont oui, mais à force, quand ils faisaient ça, ils faisaient 9 fois sur 10 une bêtise, puis une fois sur 10, ils faisaient un truc d'intelligent. Les fabricants écoutaient ce qu'ils faisaient, ont repris les systèmes. Maintenant, quand vous avez une cigarette électronique, vous leur inversez, le liquide ne coule pas. Avant, vous en aviez partout sur la table, ce qui était un peu dangereux, parce que c'est un produit dangereux. Et maintenant, quand vous tirez trop dessus, elle s'éteint automatiquement au bout de 3 secondes, donc ça évite le surchauffage, la fabrication d'acroléine. Il y a plein d'innovations techniques qui sont faites. Les cigarettes électroniques qu'on a cette année sont mieux que les dernières. C'est ce que disait Philippe Prel, le docteur Prel, là, dans le film, est un peu vrai. Si on veut un AMM, il faut 2 ans. Autorisation de mise sur le marché, il faut 2 ans. C'est ce qui régit nos médicaments en France. Toutes les cigarettes qui ont 2 ans sont infiniment plus mauvaises que celles de 2013. Donc, s'il faut 2 ans pour s'enregistrer comme un truc, on aura toujours, avec autorisation de mise sur le marché, un produit assez médiocre, vieux, pas au point. Peut-être que dans 5-6 ans, le schéma de développement des cigarettes s'arrêtera, mais pour l'instant, le processus de 2 ans nécessaire à avoir une AMM garantit que toutes les e-cigarettes qui seront autorisées comme médicaments seront moins bonnes que celles qui sont sur le marché. C'est quand même un discours étonnant au moment du Mediator. Pourquoi C'est quand même un discours étonnant, même de la part d'un médecin, de dire, écoutez, finalement, tout le système de contrôle qu'on met en place casse les pieds, et donc il vaut mieux s'en séparer, et puis laissons bricoler. Et d'un autre côté, vous avez un drame. Je pense qu'il est plus efficace sans qu'on fasse peser dessus. Mais au même moment, les gens ont une truc bleue maintenant du médicament qui lui est hyper surveillé. Oui. Bon, notamment, et c'est vrai qu'avec le Mediator, à l'évidence, il y a eu un problème. Donc même dans un système surveillé, il peut y en avoir un. Donc là, il y a un discours où les gens désirent une grande sécurité. Et de temps à autre, ils laissent faire les choses. Alors, je ne suis pas contre, parce que c'est intéressant, mais je tenais quand même à montrer qu'il y avait là une espèce de contradiction. Il y a une grande sécurité de mourir du tabac, quand même. Moi, j'ai quand même une préoccupation qui est celle des jeunes. Parce que nous avons prévu l'interdiction de vente aux mineurs, comme pour les cigarettes. Et ce qu'il faut faire, c'est éviter qu'avec la cigarette électronique, il y ait une tentation pour les jeunes d'entrer dans la consommation de cigarettes. Et donc là, il faut avoir un discours très clair des pouvoirs publics. Excusez-moi, il y a oui ou non, j'essaie d'aller au plus simple, y a-t-il une traçabilité claire de votre propos de ce produit qui est entré dans la vie des Français et qui s'appelle la cigarette électronique? À ce jour, non. La directive prévoit qu'elle soit... Non, mais la directive, telle qu'elle a été votée, prévoit cette traçabilité. J'entends bien, mais elle n'existe pas au moment où nous parlons. Non, mais on l'a demandé dans notre rapport qu'on a remis à la ministre, et c'est dans la directive. Et il faut un peu de temps. Rapport, mais voilà. Ah non. On a remis un rapport au mois de juin. Il y a déjà une loi votée en septembre. Mais la directive n'est pas encore adoptée. Je rappelle que le Parlement s'est prononcé, mais la directive n'est pas adoptée. Un dernier mot là-dessus avec Martine Pérez. Oui, non, c'est-à-dire qu'il faut quand même remettre les pendules à l'heure, si je puis dire. La cigarette qui est en vente libre, que les enfants se procurent malgré l'interdiction de vente aux mineurs, est largement utilisée. Et finalement, il n'y a pas autant de débat. C'est pas un médicament, il y a de la nicotine. Et là, aujourd'hui, on fait toutes sortes d'histoires autour de la cigarette électronique, alors rien de plus facile que de se procurer un produit hautement toxique, mortel et addictif. Donc, je trouve qu'on chipote beaucoup sur la cigarette électronique par rapport à ce que l'on fait sur la cigarette réelle, dont je vous rappelle que l'initiation des enfants commence en France à 11 ans et 8 mois. Donc moi, je suis d'accord avec vous. C'est pas une bonne idée que les enfants se mettent à vapoter, mais quand on sait qu'ils commencent aujourd'hui à s'initier à la cigarette à 11 ans et 8 mois, je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est de se battre pour que les enfants ne commencent pas à fumer. C'est une maladie pédiatrique, le tabagisme. On commence très jeune et ça dure toute la vie. Je vous rappelle que tout s'est joué, en tout cas hier, au Parlement européen de Strasbourg, avec cette fameuse directive tabac dont nous vous parlons depuis le début de l'émission. Les contraintes sur la vente de tabac, elles,
progresse. Plus de cigarettes aromatisées d'ici 8 ans, mais seulement dans 8 ans. Les messages d'avertissement vont couvrir 65% du paquet. En revanche, les slim ou les cigarettes dites fines continueront d'être vendues. 176 amendements ont pourtant été déposés et parfois intégralement repris dans la littérature ou les documents distribués par le lobby du tabac à nos députés européens. Maxime Vauthier et Wen Guyenman. À Strasbourg ce matin, flottait sur le Parlement européen comme l'ombre d'un doute. Hier, réunis dans l'hémicycle, les députés européens ont voté la négociation d'une nouvelle directive anti-tabac, plus contraignante. Bientôt soumis aux États membres, le texte prévoit une plus large place des messages d'avertissement sur les paquets ou encore l'interdiction, d'ici à 8 ans, des cigarettes aromatisées. Pourtant, pas de quoi crier victoire, selon Corinne Lepage. C'est une victoire pour les anti-tabac ? Ah non. Ah non, pas vraiment. Le vote est passé parce qu'il valait mieux un texte que pas de texte du tout, mais le texte lui-même est plutôt une victoire du lobby du tabac. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Que les éléments essentiels auxquels il tenait sur la taille des... Alors en ce qui concerne le tabac stricto sensu, sur la taille des caractères pour indiquer la dangerosité, sur les cigarettes à l'amande, sur les slims, tout ça ils ont gagné. Et puis sur la cigarette électronique, ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait une réglementation quelle qu'elle soit. Et là aussi, ils ont gagné. Il faut dire que depuis plusieurs années, le Parlement européen est devenu le terrain de jeu des industriels du tabac. Et pour cause, l'Europe est le marché numéro 1 du géant Philip Morris. Il y a quelques semaines, le Parisien révélait la stratégie du cigarettier américain. Pour influencer les débats au sein du Parlement, le groupe avait ciblé en interne plusieurs députés présumés influençables et envoyé quelques 160 lobbyistes sur place pour les rencontrer. Voilà, alors j'ai reçu des cadeaux, entre guillemets, de cet ordre-là. Fichée comme indésirable, Corinne Lepage n'a pas rencontré directement ces lobbyistes, qui ne l'ont pour autant pas oublié. Alors, c'est envoyé. Voilà, mais c'est pour vous dire le genre de pression très directe dont nous sommes l'objet. Donc là, vous voyez, c'est pas un groupe d'intérêt qui vient m'expliquer quelque chose. C'est quelqu'un qui fait directement pression sur moi. Des petits cadeaux entre amis au déjeuner fastueux, les envoyés de Philip Morris auraient disposé d'un budget de plus de 500 000 € à dépenser autour du Parlement européen. Concrètement, aujourd'hui, le lobby du tabac est infiltré dans le Parlement européen. Oui, clairement, je le dis très clairement, oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on a entendu le débat en plénière hier matin, c'était absolument incroyable. Entre ceux qui faisaient une croisade en faveur de la liberté de fumer tous azimuts, ceux qui faisaient une croisade en faveur de l'emploi dans le tabac, ceux qui... on a eu une déclaration d'un député conservateur britannique disant que le Coran c'était plus dangereux et qu'il faudrait mettre sur le Coran peut tuer parce qu'on tuait plus des gens au nom de la religion qu'il y avait une mort du tabac. Enfin, vous voyez à peu près le niveau quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun argument en réalité pour défendre le tabac. Zéro argument. Mais des intérêts économiques absolument colossaux. Face au spectre de la corruption de l'industrie du tabac, les Nations Unies ont établi il y a quelque temps une convention cadre censée régir les relations entre élus et lobbyistes. Au Parlement européen, Carl Schlyter est pourtant l'un des rares à faire preuve d'une transparence totale sur ses échanges avec l'industrie du tabac. Ici, c'est la révision de la directive tabac. Et juste dessous, on a tous les contacts avec l'industrie et même tous les emails, les lettres qui sont envoyées à nous. D'après la Convention cadre des Nations Unies, les lobbyistes de l'industrie du tabac devraient tous sans exception montrer patte blanche. Pourtant, comme tant d'autres lobbyistes, ceux de la cigarette ne le font que trop rarement. Malheureusement, le registre des lobbyistes aujourd'hui, c'est volontaire. Moi, je pense que c'est plus logique d'avoir une obligatoire, mais pour l'instant, c'est volontaire. Et c'est les mêmes règles pour l'industrie du tabac. Et ça, c'est un peu bizarre. Parce qu'au niveau des Nations Unies, on a déjà fait un accord que l'industrie du tabac doit suivre autres règles parce qu'il a une histoire de 50 ans de mensonges, de distorsions de fonds. Légal, le lobbying de l'industrie du tabac pourrait encore peser sur les prochains débats au sein des États membres et peut-être même
permettre aux cigarettiers de parvenir à leur fin, renvoyer l'adoption de la directive anti-tabac aux calendes grecques. N'est-ce pas la preuve une fois de plus que commissaires et députés de l'Union européenne sont corrompus par les lobbies? Donc ce vote qui a eu lieu hier nous demande un téléspectateur. Qu'en pensez-vous? Alors ce sont les parlementaires qui ont voté, mais il y a eu un scandale avant où à l'évidence l'industrie du tabac par manipulation via Swedish Match, qui appartient à un grand américain, a eu la peau du commissaire européen. Donc là, c'est l'inverse. C'est un commissaire européen qui n'était pas un agressif, mais qui était favorable à la directive. Et donc, ils ont réussi par un billard à bande à avoir sa peau. Donc, c'était le commissaire en charge de la santé. Et l'attitude du président de la commission a quand même été trouble, puisqu'il a exigé la démission du commissaire à la santé en 20 minutes. Donc, c'est inhabituel? C'est complètement inhabituel. C'est voilà, je puisse dire. Et donc là, ça a été démonté. Une des grandes associations qui est présente en contre-lobby du tabac a fait l'objet d'une effraction de ses bureaux, de vol du contenu de ses ordinateurs. Donc là, on a des pratiques quasiment mafieuses, mais c'est pas étonnant. Il faut savoir que tous les cigarettiers sur le territoire américain ont été condamnés en 2006 de manière sévère avec une plainte du gouvernement américain, et ils ont été condamnés sur la base de la loi anti-mafia. Donc finalement, il n'est pas certain qu'ils aient modifier leurs attitudes. Donc je résume, cette directive aurait pu être beaucoup plus sévère. Cette directive aurait pu être beaucoup plus sévère, et je tempérerai un peu ce que dit Mme Le Pen. Tout n'est pas passé, mais finalement il y a un effet cliqué. Oui. Et le fait que même si c'est un peu loin, on aimerait toujours que ça aille plus vite. On a des avertissements sanitaires qui ont grandi. Alors j'espère qu'en France, enfin, on les mettra des deux côtés. Tant pis, les buralistes nous ont dit que pour leur santé mentale, ils ne voulaient pas être exposés à ces images en permanence. Il suffit de fermer les présentoirs et ils ne verront plus ces images. Oui. Et puis elles seront en haut, ce qui est un progrès parce que c'est une anomalie. On était les seuls au niveau mondial à avoir les images en bas au lieu de les avoir en haut. On sait que le regard commence toujours par le haut et descend. Donc en gros, on tombera dessus. Voilà, le menthol, c'est un peu long pour l'enlever. Je crois que c'est 8 ans. Bon, mais il n'empêche que ça va dans le bon sens. Et finalement, la bagarre qui a eu lieu sur la cigarette électronique. Donc, pardonnez-moi, si vous mettez une note, vous dites, sur 20, il y a 12 quand même. Oui, même et juste vous ajoutez, peut mieux faire. Peut mieux faire, voilà. Mais c'est un progrès, et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Alors la protection des slims, c'est-à-dire des cigarettes fines, ça vous... J'aurais préféré, mais ça aurait été mieux de les supprimer, mais je préfère avoir les images, et notamment, une fois qu'on a les images, les États pourront décider des paquets neutres. Et les paquets neutres, c'est pas des paquets blancs comme l'industrie du tabac essaie de faire croire, c'est des paquets avec des grandes images, et ce qui reste, tous les paquets ont la même couleur, et il n'y a que le nom, mais le graphisme de la marque est le même pour tous les paquets. C'est pas le même nom, donc chacun garde son nom, mais le graphisme reste le même. C'est pas plus facile à contrefaire ? Non, c'est pas vrai, parce qu'eux présentent des paquets blancs en disant c'est facile. Oui. Non, c'est pas vrai du tout que c'est plus facile à contrefaire. Martine Pérez. Oui, à propos de maintenir des cigarettes slim, c'est quand même assez grave parce que quel est ce sont les fameuses cigarettes fines, parce que comme il y a quand même des non-fumeurs, et heureusement, voilà, ils sont Quel est l'objectif de l'industrie du tabac? C'est toujours pareil, c'est de procéder par des fausses représentations. La cigarette slim est destinée aux femmes, elle invoque la minceur, elle invoque quasiment l'anorexie, elle ressemble à un mannequin, elle est extrêmement féminine. Les marchands de tabac ont toujours fait tout ce qui était en leur pouvoir pour associer le tabac chez les hommes à la virilité, alors qu'on sait que quand on fume trop, on devient impuissant, vous le confirmerez, et associer les cigarettes à... Ça augmente le risque d'impuissance. C'est marqué sur les paquets de tabac. Ne regardez pas Gérard. Non, je regarde pas. Et associer les cigarettes à la féminité en faisant des cigarettes fines, minces, mannequins, donc en évoquant la minceur, les jolies filles, etc. Enfin, les déjà eu la peau des cigarettes légères, par exemple. Ça aurait été bien d'avoir les slims aussi. Bon, mais ça sera la prochaine fois. On maintient... Je vais terminer sa phrase. C'est gentil. Non, mais donc, on maintient cette représentation complètement fausse du tabac, parce qu'au contraire, chez les femmes, il faut qu'on le dise et qu'on le répète, la cigarette augmente les rides. Et tout ce discours qui commence à être à peu près contrôlé... Là, vous venez d'utiliser en 30 secondes 2 arguments massieux, je vous rassure. 1, plus de rides, 2, impuissance. Donc, ça va échapper à personne. La tragédie, c'est qu'encore dans les pays riches, dans nos pays riches, on arrive à contrôler ces représentations un petit peu. Mais ce qui se passe, c'est que le tabagisme explose dans les pays en voie de développement.
On essaye à nouveau d'impliquer les femmes et de faire fumer les femmes. On fait fumer les jeunes hommes. Et aujourd'hui, dans ces pays où il n'y a justement pas de réglementation, où il n'y a pas de lutte contre la publicité, où il n'y a pas d'interdiction, de lobbying auprès des pouvoirs publics, eh bien, c'est une catastrophe absolue. Et on considère qu'au XXIe siècle, il y aura 1 milliard de morts liées au tabac, en tout cas à cause des pays en voie de développement et du tabagisme. Quel que soit enfin, est-ce que ce qui s'est voté hier au Parlement, pour vous, est quand même une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle, mais ce qui me gêne un peu, c'est que l'industrie du tabac veut que les adolescents commencent à fumer, parce que quand on les piège, les adolescents, on les aura toute la vie. À quoi jouent les adolescents? Ils jouent aux cigarettes menthol avec la capsule appuyée dessus. Pour les garçons, ça c'est autorisé encore pendant 8 ans. Et les jeunes filles veulent être comme des ficelles et elles veulent des slims. Donc les deux produits qui sont le plus tournés vers les ados, il y en a un qui reste et l'autre qui va rester 3 ans de plus que les autres produits, c'est-à-dire jusqu'en 2000, je ne sais plus combien, 21, avant de passer. Donc il y a quand même une petite victoire de l'industrie du tabac. Et puis comme disait Madame Roland-Ménager, c'est pas fini. C'est-à-dire que maintenant il y a le Conseil va attaquer, c'est sûr que ça va toujours aller en arrière maintenant. Ils vont venir avec l'Allemagne, la Lettonie, probablement le Luxembourg sont des amitiés. Il y a des pays qui sont alliés de l'industrie du tabac au niveau des gouvernements qui vont attaquer ça. Des pays alliés de l'industrie du tabac. Ah oui, ouvertement. Tout à fait, oui. Ben, l'industrie du tabac continue à financer beaucoup de partis politiques dans une grande partie de l'Europe. Il y a des partis politiques, des gens qui sont élus grâce à l'argent de l'industrie du tabac. En France, ça se fait plus depuis longtemps, mais depuis qu'on finance les partis politiques. Il faudrait que dans tous les pays, les partis politiques soient financés par l'impôt comme en France, qui est un très bon système, qui fait faire des économies et qui permet après d'être un peu dur quand il y a de l'argent qui vient d'ailleurs. On peut refaire la liste rapidement, parce que vous l'avez dit, vous avez en tête des pays alliés de l'industrie du tabac. L'Autriche ouvertement, la Hongrie ouvertement. Oui. Alors parfois ça fait déjà un empire, ça, Autriche-Hongrie. Ça bascule parfois avec les majorités gouvernementales. L'Allemagne a des sympathies, souvent. La Pologne, ça dépend. Parfois elle est anti, parfois elle est pro. La Grèce est en général au plus offrant, j'allais dire. Vous êtes déplaisant. Dans sa délégation officielle, la Grèce envoie des représentants de l'industrie dans les représentants de l'État grec. Alors, est-ce que le fonctionnement, le lobbying est une activité reconnue et à peu près identifiée au Parlement européen? Est-ce que vous trouvez qu'on sait qui fait quoi dans le domaine du tabac? C'est ça la vraie question. Alors, on évalue à, je crois, c'est entre 15 et 20 000 lobbyistes qui sont à Bruxelles. Donc ça aide Bruxelles à bien vivre. Et globalement, sur l'ensemble, surtout. Oui. Et donc, rien que Philippe Maurice, l'évaluation était là juste pour cette directive. Ouais. De l'ordre de 160 lobbyistes qui travaillaient au corps, les parlementaires, et vous avez vu que c'était assez intense, et même des personnes je trouve que c'est une erreur psychologique sévère que d'essayer de convaincre des personnes qui sont ouvertement opposées au sujet. Envoyez Corinne Lepage, moi ça me paraît pas très futé. Hein. Non, voilà. S'ils sont payés pour ça, serais l'industrie du tabac, moi je réduirais vite mon budget. Mais bon. Il y a une puissance financière extraordinaire et parfois ils font des erreurs de gamin. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils sont acculés? C'est-à-dire que justement, est-ce que vous percevez cette notion de... C'est une bataille de retardement constante, ils cherchent toujours à gagner du temps. Daniel Jourdain-Ménager? Oui, je pense qu'il faut développer le contre-marketing face à ces puissances qui sont des puissances d'argent, du lobbying. On voit bien leur stratégie, c'est faire en sorte que les jeunes commencent à consommer, c'est faire en sorte que ceux qui fument continuent à fumer et ne s'arrêtent pas, et c'est faire en sorte qu'il y ait une fidélité à la marque. Face à ça, il faut donner des outils de contre-marketing. Dans le plan stratégique que j'ai présenté la semaine dernière au Premier ministre, j'ai proposé qu'en matière de recherche, on se dote d'outils de contre-marketing, qu'on donne tous les éléments de réflexion, notamment aux jeunes, pour retrouver leur liberté. Liberté face à ces stratégies, liberté aussi à tout ce qu'on connaît aussi quand on est jeune, la pression des copains qui fait que ça fait bien de commencer à fumer. On va se livrer maintenant à un petit test comparatif entre les deux cigarettes. La différence majeure, vous l'avez compris, est évidemment celle de la combustion, autrement dit des substances brûlées qui filent notamment dans les poumons du fumeur. On reste pourtant sans recul, nous vous l'avons dit plusieurs fois, on va dire conséquent sur les éventuels méfaits de la cigarette électronique qui est bien addictive par la simple présence de la nicotine, comme nous le rappelaient nos invités il y a quelques instants. La cigarette classique, c'est aujourd'hui encore 14 millions de fumeurs dans notre pays. Sarah Sisman, Pierre Dehorne. 14 millions de fumeurs en France, 90% accros au tabac.
Difficile pour beaucoup de s'en passer, car la cigarette, ce n'est pas seulement du tabac, c'est aussi une multitude de produits dits addictogènes. Le principal, la nicotine, agit sur des récepteurs dans le cerveau. Combinée à d'autres substances comme les amines aromatiques et l'IMAO, un antidépresseur, elle se diffuse encore plus vite et crée une sensation de manque. Bonjour. Chaque année, le service addictologie de l'hôpital Brousse voit passer plusieurs centaines de patients en situation de forte dépendance. Et vous en prenez combien à peu près par jour? Le docteur Dupont les aide à décrocher. C'est une drogue effectivement très addictive, non seulement à cause du produit majeur de la fumée de tabac qui est la nicotine, mais également parce que c'est un comportement, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours, de multiples fois par jour. Donc il y a à la fois une dépendance physique, mais il y a une dépendance aussi comportementale, faite d'habitude, une dépendance psychologique, puisque je vais rechercher aussi des effets positifs de l'usage de mon produit. C'est une drogue dure, c'est-à-dire que c'est une des drogues les plus difficiles à se débarrasser. Il se situe au même niveau que l'héroïne et la cocaïne. C'est une des drogues les plus compliquées à se débarrasser. La e-cigarette serait-elle moins addictive? Si elle ne contient ni amine aromatique ni antidépresseur, elle contient néanmoins de la nicotine. Et c'est le fumeur qui choisit sa dose. Je pense que la cigarette électronique a tous les aspects pour fabriquer ou maintenir une dépendance. Il y a à la fois la nicotine pour la plupart des produits, il y a le geste, il y a la fumée, avec ce passage de la fumée au niveau de la gorge, qui est quelque chose aussi que recherchent un certain nombre de fumeurs. Et puis il y a tout le comportement des fumeurs, parfois un peu différent par rapport au tabac avec la cigarette électronique, mais il y a tout un comportement qui peut être aussi très addictif. Qu'en est-il maintenant de l'impact réel sur notre santé? Du côté du tabac, on sait aujourd'hui que la fumée renferme plus de 4000 produits chimiques. On y trouve des irritants comme l'acétone, le mercure, le plomb, et une quarantaine de cancérogènes, parmi eux l'arsenic, le chrome, les hydrocarbures. Une véritable usine chimique qui tue à petit feu. Quand il y a combustion, il y a inhalation de 4000 substances toxiques. Ça, c'est quelque chose de connu. Entre autres, les goudrons et le monoxyde de carbone. Vous ne trouvez pas de monoxyde de carbone et de goudron dans la e-cigarette. C'est une grande différence quand même. Il y a dans la e-cigarette un liquide qui ne va pas nécessiter une combustion. Donc quand vous avez une cigarette et que vous inhalez les substances, vous allez inhaler 4000 substances qui vont trouver place au niveau des poumons, puis vont rentrer dans le sang. Donc dans tout le corps, ce que vous avez, c'est l'arrivée de ces substances. Certaines sont cancérigènes. Donc vous avez un risque direct au niveau du cancer du poumon, mais vous avez un risque à tous les niveaux de cancer. Pour l'instant, avec la e-cigarette, on a retrouvé quelques substances qui pourraient en effet avoir une toxicité, donc il faudrait faire une étude à long terme, mais il n'y a absolument pas autant de substances cancérigènes qu'il y a dans la cigarette. En août dernier, une étude publiée par l'association 60 millions de consommateurs révèle une liste inquiétante de produits toxiques contenus dans certaines e-cigarettes. Peut-être pas si inoffensive donc. Dans les vapeurs de certaines e-cigarettes, on a retrouvé du formaldéhyde, qui est une substance irritante et qui est un cancérogène avéré. On a trouvé également dans certains cas de l'acroléine, c'est une substance qui est très toxique. Et on a trouvé aussi, dans une moindre mesure, de l'acétaldéhyde. Donc c'est une substance qui est probablement cancérogène. Et également, dans certains cas, des métaux lourds. Des métaux, du plomb, de l'aluminium, du nickel, du chrome. Avant notre étude, certaines personnes pensaient qu'il y avait juste de la vapeur d'eau, par exemple. On ne soupçonnait pas qu'on pouvait trouver des substances à risque à des doses non négligeables dans certaines cigarettes électroniques. Donc c'est ça qui est nouveau. En attendant, le tabac tue 200 personnes chaque jour en France. On estime qu'il aurait fait 100 millions de victimes dans le monde au XXe siècle. Alors, on a une question très intéressante. Est-ce le tabac qui crée l'addiction ou les produits chimiques ajoutés par les fabricants ? Non, maintenant, on l'a tellement dit que les additifs étaient mauvais qu'il y a la plupart des compagnies de cigarettes font du tabac sans additifs, issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable, et ils tuent pareil la moitié des gens. Donc le tabac le plus pur tue, le tabac de contrebande ne tue pas plus que le tabac le plus pur sans additifs. Donc la cochonnerie, c'est le tabac poubelle. Alors, il y a un additif, alors ça, on l'a trouvé dans les documents de l'industrie. C'est pas sur les effets sur la santé, c'est l'ajout d'ammoniac qui favorise une des deux formes de la nicotine et fait que la nicotine passe plus vite. Et donc, le grand succès de la cigarette, qui est la première mondiale actuellement, qui était un échec au départ,
c'est devenu un immense succès à partir du moment où le fabricant, que je ne citerai pas, a ajouté de l'ammoniac. Et les autres se sont demandé pourquoi cette cigarette augmentait son marché d'une manière impressionnante. Ils l'ont étudié, ils ont trouvé le secret. Et ils n'ont pas dénoncé le petit camarade, ils ont simplement fait la même chose. Ils ont ajouté l'ammoniac. Alors je dois dire que l'ammoniac fait toujours la partie de la liste des substances autorisées actuellement. Donc j'espère qu'on finira par la retirer. S'il y a quelque chose qu'on a vraiment compris, et ça a sans doute été la campagne la plus marquante, c'est qu'il y avait des quantités de saloperies, pour dire les choses simplement, dans les cigarettes. On vient de l'évoquer, alors, et puis il y a ce chiffre des 4000 substances. Pardonnez-moi, mais je rebascule dans l'autre sens. Peut-on répondre clairement à la question, la e-cigarette est-elle pleine aussi, elle, de saloperies? Alors peut-être en moins grand nom, mais voilà, j'utilise volontairement ce terme parce que maintenant qu'on l'a rentré dans notre tête concernant la cigarette tabac, on se pose la question sur cet étrange objet que vous avez dans la main. Le tabac, c'est plus compliqué parce que le tabac, il y a le produit tabac et ce qu'on respire, c'est de la fumée du tabac qui a brûlé. Absolument. Alors qu'avec ça, on met du liquide et ce qu'on respire, c'est ce qu'on a mis dans le liquide à 98%. Donc il y a peu de modifications du liquide. Donc en contrôlant bien le liquide, on contrôle ce qui rentre dans le corps. Quand on met de la nicotine dedans, on retrouve 3/4 de la nicotine, enfin transformée, mais dans les urines. On met du propylène glycol, on sait ce que c'est, alors on peut discuter, ou un autre produit dedans. On voit ce qui sort. Donc et on met des arômes, on voit ce qui sort. Là, les arômes, ils sont pas bien étudiés. C'est des arômes alimentaires. C'est des arômes qui sont testés pour le manger. Mais c'est la soupe, par exemple, de boire un verre de soupe, c'est bon. De se mettre un verre de soupe dans le poumon, c'est pas bon. Donc c'est pas parce que ça a été testé pour l'alimentation que c'est pour ça. Donc il y a des progrès à faire dedans. Et on voit que les arômes où il y a du café, par exemple, sont plus toxiques sur les cellules pulmonaires que des arômes où il y a d'autres produits dedans. Donc il y a beaucoup de progrès à faire dedans. Mais ce qui sort de ça, c'est essentiellement du propylène glycol ou de la glycérine végétale et de la nicotine, mais qu'on retrouve dans la pièce où on fume. Si on ramasse la moquette dans une pièce où on a vapoté, on aura de la nicotine sur la moquette. Ça vous dérange, vous, quand on vapote à côté de vous? Pour moi, c'est une incitation au tabagisme et donc il ne faut pas le faire. Je ne suis pas sûr. Ma question, c'est est-ce que ça vous indispose? Quand on peut être indisposé par une fumée de cigarette. Quand il y a quelqu'un qui fait 2 fois discrètement, ça ne me gêne pas. Quand j'ai à côté de moi au bureau quelqu'un qui est juste à côté toute la journée tire dessus, oui, les gens se plaignent beaucoup. Et donc l'avantage de dire qu'on ne peut pas fumer sur le lieu de vapoter sur le travail, c'est que les gens vont en bas de l'immeuble. Le premier jour, il y a un vapoteur, 10 fumeurs qui discutent ensemble. Après une semaine, il y a 2 vapoteurs, 8 fumeurs. Après 3 semaines, il y a 3 vapoteurs. Oui. Et ça continue comme ça. Et à la fin, tout le monde vapote et tout le monde est content. Vapoter en bas tranquillement. C'est un lien social. Il y en a qui ont déjà compris. Air France interdit de vapoter dans les avions, heureusement. Donc le problème, c'est que quand quelqu'un vapote, il y a une fumée apparente. Et donc le fumeur attend ça. Alors, il faut savoir déjà, un cendrier, c'est considéré comme incitatif. Alors, quelqu'un qui a de la fumée qui s'échappe comme ça, le fumeur de cigarette va dire, ici, on a le droit de fumer. Or, c'est ce contre quoi on a lutté. Au moment, en 2006, entre 2004 et 2006, on savait très bien qu'il y aurait des problèmes sur les terrasses, qu'il y aurait des problèmes à la sortie avec des attroupements. On n'a pas voulu penser en considération, on a voulu rester simple. On rentre quelque part, c'est non-fumeur. Voilà. J'ouvre une porte, c'est non-fumeur. Il faut que la règle reste. Et ça, c'est très important, de ne pas autoriser de fumer là où il est interdit de fumer, dans les lieux publics et les lieux de travail. Bon, en début d'émission, vous nous avez dit, Daniel Jourdain-Méninger, finalement, nous, à la MILT, en gros, en tout cas vous personnellement, on voit bien qu'il y a un outil qu'on peut considérer comme thérapeutique, on pourrait dire pour se désenfumer, qui est la cigarette électronique, mais en même temps, vous étiez inquiet, je dirais, de tous les aspects marketing et c'est séduisant même du produit. L'effet mode. Voilà, de ce que vous appeliez l'effet mode. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas tranché votre avis quant à la conduite addictive qui serait liée à la cigarette électronique? Non, parce que nous pensons qu'il est trop tôt. Et nous pensons que, d'une part, il faut maintenir, comme ça a été dit, l'interdiction de vapoter dans les lieux publics, l'interdiction de vente aux mineurs, mais néanmoins, pour le reste, il faut faire des recherches pour savoir exactement où se situe le levier entre ce qui est dangereux, ce qui l'est moins, ce qui est incitatif ou ce qui peut constituer un instrument de sevrage. Plus l'interdiction de la publicité. Plus l'interdiction de la publicité, bien entendu. D'accord. Martine Pérez. Moi, je pense qu'en mettant au même niveau la cigarette et la cigarette électronique,
on va finir par faire croire aux gens que c'est la même chose et que donc, puisque la cigarette électronique semble avoir une facilité de commercialisation, on peut fumer des cigarettes. Je pense qu'on pourrait... Si on a fait croire aux fumeurs, Martine Pérez, c'est une bonne chose, puisque par définition, c'est moins dangereux que la clope contre laquelle vous vous battez. Non, mais on va peut-être les inciter à fumer des cigarettes. Moi, je crois que c'est très important de faire le distinguo entre la cigarette et la cigarette électronique. Je voudrais vous dire une chose. Est-ce qu'une addiction qui ne poserait pas de problème de santé? Je sais très bien que pour l'instant, on est dans l'incertitude avec la cigarette électronique, mais on n'a jamais mis en évidence de problèmes sanitaires nets avec cette cigarette électronique. On n'a pas, ça fait quand même 2 ou 3 ans que des millions et des millions de personnes fument des cigarettes électroniques. Pour l'instant, rien n'émerge, rien n'apparaît, il n'y a pas de signal épidémiologique. Donc, mais est-ce qu'une addiction qui ne poserait pas de problème de santé serait une addiction contre laquelle la société devrait lutter? Après, il y a des gosses qui sont addicts au sucre, voilà, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Vous voulez qu'on lutte globalement contre les addictions? Il paraît que l'homme est un animal addictif. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je l'ai entendu dire. C'est une vraie question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on doit lutter contre toutes les addictions, quelles qu'elles soient, même si elles ne posent pas de problèmes sanitaires ou sociaux? Il y a eu la même discussion avec le snus. Le snus était présenté, vous savez, c'est du tabac chiqué dans un petit tissu consommé entre entre les gencives et la joue, voilà, et qui est très utilisé en Suède. Et donc là aussi, il n'y a pas de combustion. Et donc on se disait, est-ce que finalement, c'est pas bon? Et là, finalement, ça finit par se régler tout seul. Parlons d'autre chose, quoi. Donc, mais il y avait eu cette discussion d'avoir une solution qui permet de remplacer la cigarette et qui était évoqué avec des essais randomisés qui ont été commencés et dont on n'a pas encore les résultats. Et on n'en parle plus. Et on a montré qu'il y avait moins de cancer du poumon en Suède depuis qu'ils avaient lancé l'essai. Enfin, c'est une étude que j'ai vue récemment. Je pourrais que vous retrouviez. Il faut voir où on met le curseur, en fait. C'est ça là, qui est important. Il faut s'adapter. Je vais passer aux questions SMS. Alors, téléspectateurs, puis-je vapoter dans un lieu non fumeur? Légalement? Il faut que le Conseil d'État se prononce, parce que le Conseil d'État... Donc pour l'instant encore oui. Pour l'instant encore oui. Après ça devient une question de courtoisie vis-à-vis des gens qui vous entourent. Oui, on revient au stade de la courtoisie dont on sait qu'il n'était pas d'une grande efficacité. Oui. Et alors non, ça dépend de l'interprétation juridique. Il est interdit dans un lieu non fumeur de faire une incitation au tabagisme. Si vous vapotez dans un lieu non fumeur et si quelqu'un vous attaque, peut-être que le juge considérera que c'est une incitation au tabagisme. Il n'y a pas de juridique aujourd'hui. On peut pas dire que c'est autorisé. On peut dire que c'est pas précis, que c'est pas sûr. On est dans l'incertitude, on n'est pas dans l'autorisation. D'accord. Et si tout ce débat n'était du coup au fait que l'État ne peut pas taxer le consommateur comme sur le tabac? Sous-entendu, est-ce que le lobby de Bercy est à l'action? La Cour des comptes a dit le tabac rapporte 15 milliards à la France, il coûte 45 milliards. Chaque milliard gagné pour le tabac coûte 3 milliards. Le tabac est un gaspillage financier pour les ménages et pour l'État. Moins il y a de cigarettes, plus l'État sera riche. Merci de le rappeler. 3 fois plus. 3 fois plus. En coupure. Qui se trouve derrière les cigarettes électroniques? Alors, on a essayé d'y répondre tout à l'heure. Des vapoteurs. J'entends bien, mais je pense pas. Autant j'avais des... Moi, j'ai compris 2 choses de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est le moment de faire un correctif. 1, ils finiront par être achetés par l'industrie du tabac. 2, aujourd'hui, il y a certainement des gens qui se sont lancés dans ce commerce, qui sont de bonne foi. Enfin, il y a un côté sympathique et même communautaire. Ce sont des gens qui ont eu le nez. Qui ont un succès commercial qu'il faut bien constater et qui donc correspond à une demande. Il n'y a pas, si on compare au café en capsule, aux choses comme ça, que les boutiques ressemblent un petit peu, là il y avait un désir commercial de proposer un nouveau produit. Oui. Là c'est vraiment le produit qui est venu des consommateurs qui ont bricolé, qui entre eux, et puis après c'est des petits jeunes en sortant de l'école, ils se sont dit tiens je vais faire ça, je vais faire de l'argent. Et puis après, maintenant, on va arriver dans autre chose. Mais c'est comme les boutiques de téléphone portable. C'est le consommateur, d'une certaine manière, qui a fabriqué le succès. On est dans une sorte de démocratie sanitaire. Du bois court après ses 20 ans. N'y a-t-il pas un risque que le lobby du tabac accapare le marché et rende le produit plus addictif? Il n'y a pas de risque, c'est une certitude. Attendez, je termine. Si je peux terminer mes questions, merci. Que le lobby du tabac accapare le marché et rende le produit plus addictif qu'il ne l'est pour le moment. Donc vous nous dites, quoi qu'il arrive, ça finira entre leurs mains. Est-ce que vous pensez que quand ajoute Daniel Jourdain-Méninger, est-ce que vous pensez que quand le lobby du tabac quand les industriels du tabac auront la cigarette électronique entre les mains, ils la rendront plus dangereuse? C'est ce qu'ils ont fait avec la cigarette. Ils l'ont rendue plus addictive. Ça, c'est clair. Et donc, il faut que Mme
Jourdain Ménager, l'AMILT et l'Europe soient habiles pour les contrer en permanence avec une énorme réactivité, parce que les produits changent tous les 6 mois. Et il faut être notamment, ce qui réactif les en intéresse permanence. énormément, c'est de contourner l'interdiction de la publicité. Mais oui. Donc ça, c'est leur... Vous dites qu'il nous faut une loi E20 pour la cigarette électronique pour Non, ce que je dis, c'est qu'il faut, là où ça n'est pas l'intérêt du fumeur lui-même, donc il faut laisser le fumeur recourir à cette solution, à ce moyen, plus qu'une solution. C'est l'intérêt du fumeur, c'est clair. Voilà. Donc moi je suis d'accord avec ça. Par contre, il faut contrer, donc je suis contre la vente aux mineurs, pour l'interdiction de la publicité, parce que l'information est là suffisante, et l'interdiction de l'utilisation dans les lieux publics. Là, je crois que c'est un accord. Les différentes associations, etc., sont d'accord. Alors après, la légalisation, comment on le distribue, etc., finalement, c'est une question qui va plus se poser. L'industrie du tabac va mettre la main dessus. Donc, ça apparaîtrait comme un retour en arrière par rapport à la loi E20. Oui. Les cigarettiers n'ont-ils pas tout intérêt à diaboliser la cigarette électronique ? C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à il y a 18 mois, parce qu'ils pensaient que ça ne marcherait pas, puis là, ils s'aperçoivent que ça marche, ils rachètent. Donc le but, c'est de gagner le plus d'argent possible. On dit une chose, on dit le contraire après, c'est pas grave, mais s'il y a de l'argent à gagner... Ils ont des gros moyens, ils essaient de développer leur propre cigarette électronique, ils sont pas très bons. Mais finalement, comme d'habitude, comme il y a des petits qui en font des bonnes, ils vont les acheter. Donc c'est pour ça que je dis que c'est 75% des cigarettes électroniques appartiendront à l'industrie du tabac, selon les prédictions de Wells Fargo à Wall Street, dans 2 ans. 75%. On peut leur faire confiance parce que... Oui, ça sera peut-être 80%. Oui. Qu'ils deviennent vertueux et qu'ils arrêtent de vendre ces produits qui véhiculent la mort, qui sont les cigarettes. Vous n'y croyez pas. Très bien. Non, mais moi... Il faudra mieux que Mme Jourdain Ménager vérifie qu'ils restent vertueux. Non, mais je ne crois pas du tout. Ils n'ont jamais été vertueux. N'oubliez pas la condamnation sur la base de la loi anti-mafia américaine, plainte du gouvernement fédéral, avec une condamnation par un juge fédéral, une femme particulièrement sévère, même si les pénalités financières ont été ridicules, elle a obligé les cigarettiers à faire une campagne de publicité pour dire nous avons menti aux fumeurs et aux Américains. Donc, et je rappelle, c'est la loi RICO, la loi anti-mafia. C'est celle sur laquelle le gouvernement fédéral lutte contre les systèmes mafieux aux États-Unis. Ces e-cigarettes sont-elles vendues dans les bureaux de tabac? Elles peuvent l'être, oui. D'accord. Mais elles sont vendues aussi dans mon supermarché, ce qui m'énerve un petit peu. Il faudrait qu'il y ait une réglementation. Et là encore, la directive européenne prévoit d'encadrer les lieux de la vente et qu'il y ait une déclaration. Pour l'instant, tous les produits sur le marché, personne ne sait en France qui est sur le marché. L'État ne le sait pas. Il faudrait au moins qu'il y ait une ça ne déclaration. devrait pas être dans les pharmacies, mais certaines le font. Il y a quelques chamailleries, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un buraliste qui vient de porter plainte contre un marchand de e-cigarettes qui s'était installé à proximité pour concurrence déloyale. Alors je ne sais pas ce que vont dire les tribunaux, mais sa plainte me semble un petit peu tirée par les cheveux. Ça me permet de préciser que nous avions invité les débitants de tabac et qu'ils ne nous ont pas répondu. Voilà. Les femmes enceintes peuvent-elles vapoter? Les femmes enceintes peuvent-elles vapoter? Qu'est-ce que nous dit Le conseil clair pour l'instant, c'est non, non, non. Tous les médecins vous diront non, mais peut-être que je dirai le contraire dans quelques années. On n'a pas de données pour les femmes enceintes. Une maman, une future maman qui arrête la cigarette, et qui la remplace par la cigarette électronique pendant la gestation. Excusez-moi, mais je veux pas vendre des cigarettes électroniques, hein, mais... On autorise l'utilisation des substituts nicotiniques. Il vaut mieux utiliser les substituts nicotiniques pendant la grossesse à bonne dose. Il faut utiliser la bonne dose. Et après, voir... Il faut qu'elle ne fume pas et les médecins vous répondront oui ou non dans 2 ans. D'accord. Il faut laisser un peu le temps chez la femme enceinte. Moi, je trouve très il faut d'abord apprendre... Très convaincant qu'on puisse dire, en ce moment, on ne sait pas. Voilà. Non, mais il vaut mieux pas. D'accord. Il faut mieux pas, mais il faut encore mieux pas fumer. C'est ça le problème. Ma femme vapote depuis 6 mois. Plus de rhume, plus de toux et plus de sinusite pour moi. Vous voyez un lien entre le fait qu'il n'y ait plus de tabac à la maison et que... C'est possible. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré notamment que quand on a interdit de fumer dans les bars, les barman ont eu moins d'asthme, ce qui était concerné, ils ont eu moins de bronchite. Donc il y a beaucoup d'études qui Même les fumeurs ont vu leur état s'améliorer. Même les fumeurs, exactement. C'est pour ça que la moitié des fumeurs... Parce qu'ils étaient exposés à la fumée des autres, en plus de leur tabagisme. La moitié des fumeurs ont mis leur domicile non-fumeur. Beaucoup de couples de fumeurs, ils fument dehors. Donc ce monsieur, il faut qu'il dise à ta femme d'aller dehors, même vapoter dehors. D'où la réprobation elle va mieux sur le fumeur aujourd'hui par la société. La cigarette électronique ne risque-t-elle pas d'être détournée pour consommer des drogues? Il n'y a pas d'argument. Si on regarde chez les enfants ce qui se passe sur l'expérimentation des cigarettes électroniques, ce qui est amusant, c'est de voir ceux qui expérimentent le plus. Ils ont aussi essayé la chicha, ils ont essayé le cannabis, ils se sont saoulés le mois dernier, ils ont essayé tous les produits. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui essayent tout.
Je crois que la question sous-entendue, c'est est-ce qu'on peut mettre de la chenouf dans la cigarette électronique? C'est vendu aux J'avoue que l'idée me États-Unis. fait rire. Il y a des e-joints vendus aux États-Unis où là, il y a des cigarettes électroniques, il y a le cannabis légal en Californie et il y a du e-joint. Dans le je vous montrerai la Colorado photo. et dans l'État de Washington, le cannabis est totalement libre. La e-cigarette ne pourrait-elle pas, annonce-t-elle la fin de la consommation des cigarettes classiques? On l'espère. Je crois que l'objectif, c'est la disparition du tabac et de la cigarette. Cet objectif, je le verrai peut-être pas de mon vivant, mais peut-être le verrai-je. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission qui sera ce soir rediffusée à 22h45. Merci à vous aussi d'avoir été présents. Demain, 17h45, nouveau C'est dans l'air, toujours en direct. Auparavant, Axel de Tarlet, son invité. Passez donc une très bonne soirée. À demain. Merci. Les adolescents commencent à fumer, parce que quand on les piège, les adolescents, on les aura toute la vie. À quoi jouent les adolescents? Ils jouent aux cigarettes menthol avec la capsule appuyée dessus. Pour les garçons, ça c'est autorisé encore pendant 8 ans. Et les jeunes filles veulent être comme des ficelles et elles veulent des slims. Donc les deux produits qui sont le plus tournés vers les ados, il y en a un qui reste et l'autre qui va rester 3 ans de plus que les autres produits, c'est-à-dire jusqu'en 2000, je ne sais plus combien, 21, avant de passer. Donc il y a quand même une petite victoire de l'industrie du tabac. Et puis comme disait Madame Roland-Ménager, c'est pas fini. C'est-à-dire que maintenant il y a le Conseil va attaquer, c'est sûr que ça va toujours aller en arrière maintenant. Ils vont venir avec l'Allemagne, la Lettonie, probablement le Luxembourg sont des amitiés. Il y a des pays qui sont alliés de l'industrie du tabac au niveau des gouvernements qui vont attaquer ça. Des pays alliés de l'industrie du tabac. Ah oui, ouvertement. Tout à fait, oui. Mais l'industrie du tabac continue à financer beaucoup de partis politiques dans une grande partie de l'Europe. Il y a des partis politiques, des gens qui sont élus grâce à l'argent de l'industrie du tabac. En France, ça se fait plus depuis longtemps, mais depuis qu'on finance les partis politiques. Il faudrait que dans tous les pays, les partis politiques soient financés par l'impôt comme en France, qui est un très bon système, qui fait faire des économies et qui permet après d'être un peu dur quand il y a de l'argent qui vient d'ailleurs. On peut refaire la liste rapidement, parce que vous l'avez dit, vous avez en tête des pays alliés de l'industrie du tabac. L'Autriche ouvertement, ouais. La Hongrie ouvertement. Oui. Alors parfois ça fait déjà un empire, ça, Autriche-Hongrie. Ça bascule parfois avec les majorités gouvernementales. L'Allemagne a des sympathies, souvent. La Pologne, ça dépend. Parfois, elle est anti, parfois, elle est pro. La Grèce, c'est en général au plus offrant, j'allais dire. Vous êtes déplaisant. Dans sa délégation officielle, la Grèce envoie des représentants de l'industrie dans les représentants de l'État grec. Alors, est-ce que le fonctionnement, le lobbying est une activité reconnue et à peu près identifiée au Parlement européen? Est-ce que vous trouvez qu'on sait qui fait quoi dans le domaine du tabac? C'est ça la vraie question. Alors, on évalue à, je crois, c'est entre 15 et 20 000 lobbyistes qui sont à Bruxelles. Donc ça aide Bruxelles à bien vivre. Et globalement, sur l'ensemble, surtout. Oui. Et donc, rien que Philippe Maurice, l'évaluation était là juste pour cette directive. Ouais. De l'ordre de 160 lobbyistes qui travaillaient au corps, les parlementaires, et vous avez vu que c'était assez intense, oui. Et même des personnes je trouve que c'est une erreur psychologique sévère que d'essayer de convaincre des personnes qui sont ouvertement opposées au sujet. Envoient Corinne Lepage, moi ça me paraît pas très futé. Hein. Non, voilà. S'ils sont payés pour ça, l'industrie du tabac, moi je réduirais vite mon budget. Mais bon. Il y a une puissance financière extraordinaire et parfois ils font des erreurs de gamin. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils sont acculés? C'est-à-dire que justement, est-ce que vous percevez cette notion de... C'est une bataille de retardement constante, ils cherchent toujours à gagner du temps. Daniel Jourdain-Ménager. Oui, je pense qu'il faut développer... soit par paliers successifs dissuasifs. Alors maintenant, votre objectif. Eh bien, en 2006, au Congrès mondial, il y avait une communication sur ce que les anglo-saxons appellent endgame, la fin de partie, c'est-à-dire la fin du tabac. Eh bien, le dernier Congrès mondial, c'était la moitié des communications. Donc, vous voyez que là, maintenant, le sujet et le thème, la fin du tabac, tente à se profiler. C'est un rêve vapoteux est devenu quelque chose de relativement envisageable. C'est un horizon qui ne doit pas reculer au fur et à mesure qu'on avance. Ce sera l'objet de notre troisième reportage, mais je crois que je dois vous poser la question au début d'émission, Daniel Jourdain-Ménager. Est-ce qu'à la Milt, on considère que le tabac est une drogue? On considère que le tabac fait partie des conduites addictives. C'est-à-dire qu'on se rend compte de plus en plus, et surtout avec les jeunes, qu'on a une conduite addictive. On commence par le tabac, il y a en même temps l'alcool, souvent le cannabis, et donc notre approche, nous, c'est pas le produit. On veut être efficace et donc on s'insère dans des conduites addictives avec une palette de mesures qui sont
l'augmentation régulière du prix du tabac, mais aussi des campagnes de prévention qui doivent être efficaces. Alors j'en viens à la cigarette électronique. Mes copains qui, je ne sais pas s'il faut dire fument ou vapotent avec leur cigarette électronique, est-ce que vous estimez qu'ils ont eux aussi une conduite addictive ? C'est compliqué pour la cigarette électronique parce qu'on n'a pas beaucoup de recherches en la matière sur la toxicité, mais aussi, ce qu'a très bien dit le professeur Dunzenberg, sur la posture, sur la manière dont on s'empare de la cigarette électronique, dont on fait le geste que vous avez fait d'ailleurs vous-même. Oui, mais c'est même le plaisir de la gestuelle du fumeur. Voilà. Donc, on joue au minimum une pièce de théâtre relative au tabac. Une pièce de théâtre. Donc il faut intégrer tout notre raisonnement, toutes nos politiques sur la cigarette électronique dans l'ensemble de ces postures. Est-ce que ça va devenir un instrument de sevrage ou est-ce que c'est un objet qui va permettre l'initiation? Le vote hier du Parlement européen, vous considérez ça comme une bonne nouvelle? C'est un premier pas. Mais ça n'est qu'une première étape, puisque ensuite les débats continuent. On ne s'arrête pas à ce qui s'est passé hier. Alors, Bertrand Dunzenberg, franchement, est-ce qu'il y a place pour le doute, je dirais, dans la lutte entre la cigarette électronique et la cigarette classique? La cigarette électronique. Elles sont vraiment pas comparables. Dans un cas, je m'enfile plein de enfin voilà, je suis en combustion, et dans l'autre, je joue avec un objet dont on ne connaît pas tout. Vous avez raison de le rappeler, avec lequel on n'a pas assez de recul. Mais enfin, je ne fume plus. Il n'y aura jamais une cigarette électronique totalement inoffensive. Et en plus, on met dedans de la nicotine, qui est une drogue addictive. Donc, le sans risque du tout n'existe pas. On peut doser. Mais le niveau de risque par rapport à la cigarette, on est 100 à 1000 fois inférieur. Prenez la comparaison hier, fumer, c'est une chance de mourir, donc c'est 50 km sur l'autoroute à contresens à fond. Ouais. Et la cigarette électronique, c'est rouler à 150 au lieu de 130. C'est-à-dire qu'on a un niveau de danger qui est dans un monde différent. Mais de rouler à 150 sur l'autoroute, il y a un peu plus d'accidents aussi. Spectateur, puis-je vapoter dans un lieu non fumeur? Légalement? Il faut que le Conseil d'État se prononce, parce que le Conseil d'État... Donc pour l'instant encore oui. Pour l'instant encore oui. Après ça devient une question de courtoisie vis-à-vis des gens qui vous entourent. Oui, on revient au stade de la courtoisie, dont on sait qu'il n'était pas d'une grande efficacité. Oui. Non, ça dépend de l'interprétation juridique. Il est interdit dans un lieu non fumeur de faire une incitation tabagiste. Si vous vapotez dans un lieu non fumeur et si quelqu'un vous attaque, peut-être que le juge considérera que c'est une incitation tabagiste. Il n'y a pas de juridique aujourd'hui. On peut pas dire que c'est autorisé. On peut dire que c'est pas précis, que c'est pas sûr. On est dans l'incertitude, on n'est pas dans l'autorisation. D'accord. Et si tout ce débat n'était dû qu'au fait que l'État ne peut pas taxer le consommateur comme sur le tabac? Sous-entendu, est-ce que le lobby de Bercy est à l'action? La Cour des comptes a dit le tabac rapporte 15 milliards à la France, il coûte 45 milliards. Chaque milliard gagné pour le tabac coûte 3 milliards. Le tabac est un gaspillage financier pour les ménages et pour l'État. Moins il y a de cigarettes, plus l'État sera riche. Merci de le rappeler. 3 fois plus. 3 fois plus. En coupure. Qui se trouve derrière les cigarettes électroniques? Alors, on a essayé d'y répondre tout à l'heure. Des vapoteurs. J'entends bien, mais je pense pas. Autant j'avais des... Moi, j'ai compris deux choses de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est le moment de faire un correctif. Un, ils finiront par être achetés par l'industrie du tabac. Deux, aujourd'hui, il y a certainement des gens qui se sont lancés dans ce commerce, qui sont de bonne foi. Enfin, il y a un côté sympathique et même communautaire. Ce sont des gens qui ont eu le nez. Qui ont un succès commercial qu'il faut bien constater et qui donc correspond à une demande. Il n'y a pas, si on compare au café en capsule, aux choses comme ça, que les boutiques ressemblent un petit peu, là il y avait un désir commercial de proposer un nouveau produit. Là c'est vraiment le produit qui est venu des consommateurs qui ont bricolé, qui entre eux, puis après c'est des petits jeunes en sortant de l'école, ils se sont dit tiens je vais faire ça, je vais faire de l'argent. Et puis après maintenant on va arriver dans autre chose. Mais c'est comme les boutiques de téléphone portable. C'est le consommateur d'une certaine manière qui a fabriqué le succès. On est dans une sorte de démocratie sanitaire. Ce soir, Gérard Dubois court après ses 20 ans. N'y a-t-il pas un risque que le lobby du tabac accapare le marché et rende le produit plus addictif? Il n'y a pas de risque, c'est une certitude. Attendez, je termine, si je peux terminer mes questions, merci. Que le lobby du tabac accapare le marché et rende le produit plus addictif qu'il ne l'est pour le moment. Donc vous nous dites, quoi qu'il arrive, ça finira entre leurs mains. Est-ce que vous pensez que quand alors oui, ajoute Daniel Jourdain-Méninger, est-ce que vous pensez que quand le lobby du tabac quand les industriels du tabac auront la cigarette électronique entre les mains, ils la rendront plus dangereuse? C'est ce qu'ils ont fait avec la cigarette. Ils l'ont rendue plus addictive. Ça, c'est clair. Et donc il faut que Madame Jourdain-Méninger, l'AMILT et l'Europe soient habiles pour les contrer en permanence avec une énorme réactivité, parce que les produits changent tous les 6 mois. Et il faut être réactif. Ce qui les intéresse énormément, c'est de contourner l'interdiction de la publicité. Mais oui. Donc ça c'est leur... Vous dites qu'il nous faut une loi E20 pour la cigarette électronique, pour dire les choses de tabac,
progresse. Plus de cigarettes aromatisées d'ici 8 ans, mais seulement dans 8 ans. Les messages d'avertissement vont couvrir 65% du paquet. En revanche, les slim ou les cigarettes dites fines continueront d'être vendues. 176 amendements ont pourtant été déposés et parfois intégralement repris dans la littérature ou les documents distribués par le lobby du tabac à nos députés européens. Maxime Vauthier et Wen Guyenman. À Strasbourg ce matin, flottait sur le Parlement européen comme l'ombre d'un doute. Hier, réunis dans l'hémicycle, les députés européens ont voté la négociation d'une nouvelle directive anti-tabac, plus contraignante. Bientôt soumis aux États membres, le texte prévoit une plus large place des messages d'avertissement sur les paquets ou encore l'interdiction, d'ici à 8 ans, des cigarettes aromatisées. Pourtant, pas de quoi crier victoire, selon Corinne Lepage. C'est une victoire pour les anti-tabac ? Ah non, pas vraiment. Le vote est passé parce qu'il valait mieux un texte que pas de texte du tout, mais le texte lui-même est plutôt une victoire du lobby du tabac. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Que les éléments essentiels auxquels il tenait sur la taille des... Alors en ce qui concerne le tabac stricto sensu, sur la taille des caractères pour indiquer la dangerosité, sur les cigarettes à l'amande, sur les slims, tout ça ils ont gagné. Et puis sur la cigarette électronique, ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait une réglementation quelle qu'elle soit. Et là aussi, ils ont gagné. Il faut dire que depuis plusieurs années, le Parlement européen est devenu le terrain de jeu des industriels du tabac. Et pour cause, l'Europe est le marché numéro 1 du géant Philip Morris. Il y a quelques semaines, le Parisien révélait la stratégie du cigarettier américain. Pour influencer les débats au sein du Parlement, le groupe avait ciblé en interne plusieurs députés présumés influençables et envoyé quelques 160 lobbyistes sur place pour les rencontrer. Voilà, alors j'ai reçu des cadeaux, entre guillemets, de cet ordre-là. Fichée comme indésirable, Corinne Lepage n'a pas rencontré directement ces lobbyistes, qui ne l'ont pour autant pas oublié. Alors, c'est envoyé. Voilà, mais c'est pour vous dire le genre de pression très directe dont nous sommes l'objet. Donc là, vous voyez, c'est pas un groupe d'intérêt qui vient m'expliquer quelque chose. C'est quelqu'un qui fait directement pression sur moi. Des petits cadeaux entre amis au déjeuner fastueux, les envoyés de Philip Morris auraient disposé d'un budget de plus de 500 000 € à dépenser autour du Parlement européen. Concrètement, aujourd'hui, le lobby du tabac est infiltré dans le Parlement européen. Oui, clairement, je le dis très clairement, oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on a entendu le débat en plénière hier matin, c'était absolument incroyable. Entre ceux qui faisaient une croix... Pension variable. Mais bon, Mieux que la clope. c'est vrai, C'est mieux que la clope. Mieux que la clope et surtout moins nocif. Pas question pourtant d'y voir une punition, ni même un médicament. Et c'est bien la première fois qu'on a quelque chose de solide pour faire un peu de chemin sans la tueuse. Voilà. Vous fumez plus du tout de tabac ? Beaucoup moins. 4 fois moins. Voilà. Et ça marche bien. Hein. Même mon docteur m'a dit que c'était pas si mauvais que ça. Voilà. Non, c'est bien, ça marche. Pour moi, je ne me soigne pas, je fume intelligent. Voilà, je fume en moins nocif. La cigarette électronique, c'est aussi une bonne dose de marketing. Nous avons une variété de produits qui sont assez dispatch, comme on dit. Nous avons les modèles féminins, les modes. C'est des modèles assez puissants qui montent jusqu'à 1500 en watts. Plus chic, que ce soit pour les soirées, comme ceci. Pipe un peu moderne, comme celle-là, qui est assez puissante. Et elle dure à peu près entre 10 et 12 heures sans la recharger. Des boutiques comme celle-là, il y en aura 300 en France d'ici la fin de l'année. Le filon est prometteur, ce gérant l'a bien compris. On a décidé de continuer les travaux du magasin. Donc on a poussé à faire ici des travaux pour monter un salon de dégustation pour tous les goûts qu'on fait. Donc on aura des canapés, un bar, des chichas électroniques, bien sûr, avec tous les goûts qu'on fait. Ce médecin, lui aussi, milite pour la cigarette électronique. Il a même coordonné un appel pour la reconnaissance de son utilité par le corps médical. Mais paradoxe, pas question pour lui d'en faire un médicament.
On aimerait simplement que l'on reconnaisse la cigarette électronique comme un véritable outil que l'on peut conseiller. Vous savez, tout ne se termine pas par une ordonnance dans une consultation de médecin, et il faut que l'on puisse conseiller des éléments d'hygiène de vie qui sont essentiels pour la santé des gens. Vous avez vu un médicament, une fois qu'il est sorti, ça ne bouge plus. Il n'y a plus de recherche. On fait la recherche avant, on fait le dossier AML, le médicament est lancé. Regardez les patchs, à chaque lancement, ils n'ont jamais bougé. Les gommes, etc., bougent très très rarement. La recherche est terminée. Or, la cigarette électronique, ce qu'il faut fondamentalement, c'est améliorer les dispositifs, améliorer les liquides. Aujourd'hui, ça ne convient pas à tous les fumeurs. Donc, il est fondamental que toute cette recherche pratique continue constamment. Et si pour chaque petit progrès, vous devez déposer un dossier d'autorisation de mise sur marché lourd qui coûte une fortune, et bien vous cassez toute cette recherche. En France, la cigarette électronique, c'est un marché de 100 millions d'euros en 2013. Combinée à d'autres substances comme les amines aromatiques et l'IMAO, un antidépresseur, elle se diffuse encore plus vite et crée une sensation de manque. Bonjour. Chaque année, le service addictologie de l'hôpital Brousse voit passer plusieurs centaines de patients en situation de forte dépendance. Et vous en prenez combien à peu près par jour? Le docteur Dupont les aide à décrocher. C'est une drogue effectivement très addictive, non seulement à cause du produit majeur de la fumée de tabac qui est la nicotine, mais également parce que c'est un comportement, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours, de multiples fois par jour. Donc il y a à la fois une dépendance physique, mais il y a une dépendance aussi comportementale, faite d'habitude, une dépendance psychologique, puisque je vais rechercher aussi des effets positifs de l'usage de mon produit. C'est une drogue dure, c'est-à-dire que c'est une des drogues les plus difficiles à se débarrasser. Il se situe au même niveau que l'héroïne et la cocaïne. C'est une des drogues les plus compliquées à se débarrasser. La e-cigarette serait-elle moins addictive ? Si elle ne contient ni amine aromatique ni antidépresseur, elle contient néanmoins de la nicotine. Et c'est le fumeur qui choisit sa dose. Je pense que la cigarette électronique a tous les aspects pour fabriquer ou maintenir une dépendance. Il y a à la fois la nicotine pour la plupart des produits, il y a le geste, il y a la fumée, avec ce passage de la fumée au niveau de la gorge, qui est quelque chose aussi que recherchent un certain nombre de fumeurs. Et puis il y a tout le comportement des fumeurs, parfois un peu différent par rapport au tabac avec la cigarette électronique, mais il y a tout un comportement qui peut être aussi très addictif. Qu'en est-il maintenant de l'impact réel sur notre santé ? Du côté du tabac, on sait aujourd'hui que la fumée renferme plus de 4000 produits chimiques. On y trouve des irritants comme l'acétone, le mercure, le plomb, et une quarantaine de cancérogènes, parmi eux l'arsenic, le chrome, les hydrocarbures. Une véritable usine chimique qui tue à petit feu. Quand il y a combustion, il y a inhalation de 4000 substances toxiques. Ça, c'est quelque chose de connu. Entre autres, les goudrons et le monoxyde de carbone. Vous ne trouvez pas de monoxyde de carbone et de goudron dans la e-cigarette. C'est une grande différence quand même. Il y a dans la e-cigarette un liquide qui ne va pas nécessiter une combustion. Donc quand vous avez une cigarette et que vous inhalez les substances, vous allez inhaler 4000 substances qui vont trouver place au niveau des poumons, puis vont rentrer dans le sang. Donc dans tout le corps, ce que vous avez, c'est l'arrivée de ces substances. Certaines sont cancérigènes. Donc vous avez un risque direct au niveau du cancer du poumon, mais vous avez un risque à tous les niveaux de cancer. Pour l'instant, avec la e-cigarette, on a retrouvé quelques substances qui pourraient en effet avoir une toxicité, donc il faudrait faire une étude à long terme, mais il n'y a absolument pas autant de substances cancérigènes qu'il y a dans la cigarette. Censé régir les relations entre élus et lobbyistes. Au Parlement européen, Carl Schlyter est pourtant l'un des rares à faire preuve d'une transparence totale sur ses échanges avec l'industrie du tabac. Ici, c'est la révision de la directive tabac. Et juste dessous, on a tous les contacts avec l'industrie et même toutes les emails, les lettres qui sont envoyées à nous. D'après la Convention cadre des Nations Unies, les lobbyistes de l'industrie du tabac devraient tous, sans exception, montrer patte blanche. Pourtant, comme tant d'autres lobbyistes, ceux de la cigarette ne le font que trop rarement. Malheureusement, le registre des lobbyistes aujourd'hui, c'est volontaire. Moi, je pense que c'est plus logique d'avoir une obligatoire. Mais pour l'instant, c'est volontaire. Et c'est les mêmes règles pour l'industrie du tabac. Et ça, c'est un peu bizarre. Parce qu'au niveau des Nations Unies,
on a déjà fait un accord que l'industrie du tabac doit suivre autres règles parce qu'il a une histoire de 50 ans de mensonges et de distorsions de fonds. Légal, le lobbying de l'industrie du tabac pourrait encore peser sur les prochains débats au sein des États membres. Et peut-être même permettre aux cigarettiers de parvenir à leur fin, renvoyer l'adoption de la directive anti-tabac aux calendes grecques. N'est-ce pas la preuve une fois de plus que commissaires et députés de l'Union européenne sont corrompus par les lobbies? Donc ce vote qui a eu lieu hier nous demande un téléspectateur. Qu'en pensez-vous? Alors ce sont les parlementaires qui ont voté, mais il y a eu un scandale avant où à l'évidence l'industrie du tabac par manipulation via Swedish Match, qui appartient à un grand américain, a eu la peau du commissaire européen. Donc là, c'est l'inverse. C'est un commissaire européen qui n'était pas un agressif, mais qui était favorable à la directive. Et donc, ils ont réussi par un billard à bande à avoir sa peau. Donc, c'était le commissaire en charge de la santé. Et l'attitude du président de la commission a quand même été trouble, puisqu'il a exigé la démission du commissaire à la santé en 20 minutes. Donc, c'est inhabituel? C'est complètement inhabituel. C'est voilà, je dire. Et donc là, ça a été démonté. Une des grandes associations qui est présente en contre-lobby du tabac a fait l'objet d'une effraction de ses bureaux, de vol du contenu de ses ordinateurs. Donc là, on a des pratiques quasiment mafieuses, mais c'est pas étonnant. Il faut savoir que tous les cigarettiers sur le territoire américain ont été condamnés en 2006 de manière sévère avec une plainte du gouvernement américain, et ils ont été condamnés sur la base de la loi anti-mafia. Donc finalement, il n'est pas certain qu'ils aient modifier leurs attitudes. Donc je résume, cette directive aurait pu être beaucoup plus sévère. Cette directive aurait pu être beaucoup plus sévère, et je tempérerai un peu ce que dit Mme Le Pen. Tout n'est pas passé, mais finalement il y a un effet cliquet. Oui. Et le fait que même si c'est un peu loin, on aimerait toujours que ça aille plus vite. 14 millions de fumeurs en France, 90% accros au tabac. Difficile pour beaucoup de s'en passer, car la cigarette, ce n'est pas seulement du tabac, c'est aussi une multitude de produits dits addictogènes. Le principal, la nicotine, agit sur des récepteurs dans le cerveau. Combinée à d'autres substances comme les amines aromatiques et l'IMAO, un antidépresseur, elle se diffuse encore plus vite et crée une sensation de manque. Bonjour. Chaque année, le service addictologie de l'hôpital Brousse voit passer plusieurs centaines de patients en situation de forte dépendance. Et vous en prenez combien à peu près par jour? Le docteur Dupont les aide à décrocher. C'est une drogue effectivement très addictive, non seulement à cause du produit majeur de la fumée de tabac qui est la nicotine, mais également parce que c'est un comportement, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours, de multiples fois par jour. Donc il y a à la fois une dépendance physique, mais il y a une dépendance aussi comportementale, faite d'habitude, une dépendance psychologique, puisque je vais rechercher aussi des effets positifs de l'usage de mon produit. C'est une drogue dure, c'est-à-dire que c'est une des drogues les plus difficiles à se débarrasser. Il se situe au même niveau que l'héroïne et la cocaïne. C'est une des drogues les plus compliquées à se débarrasser. La e-cigarette serait-elle moins addictive ? Si elle ne contient ni amine aromatique ni antidépresseur, elle contient néanmoins de la nicotine. Et c'est le fumeur qui choisit sa dose. Je pense que la cigarette électronique a tous les aspects pour fabriquer ou maintenir une dépendance. Il y a à la fois la nicotine pour la plupart des produits, il y a le geste, il y a la fumée, avec ce passage de la fumée au niveau de la gorge, qui est quelque chose aussi que recherchent un certain nombre de fumeurs. Et puis il y a tout le comportement des fumeurs, parfois un peu différent par rapport au tabac avec la cigarette électronique, mais il y a tout un comportement qui peut être aussi très addictif. Qu'en est-il maintenant de l'impact réel sur notre santé ? Du côté du tabac, on sait aujourd'hui que la fumée renferme plus de 4000 produits chimiques. On y trouve des irritants comme l'acétone, le mercure, le plomb, et une quarantaine de cancérogènes, parmi eux l'arsenic, le chrome, les hydrocarbures. Une véritable usine chimique qui tue à petit feu. Quand il y a combustion, il y a inhalation de 4000 substances toxiques. Ça, c'est quelque chose de connu. Entre autres, les goudrons et le monoxyde de carbone. Vous ne trouvez pas de monoxyde de carbone et de goudron dans la e-cigarette. C'est une grande différence quand même. Il y a dans la e-cigarette un liquide qui ne va pas nécessiter une combustion. Donc quand vous avez une cigarette et que vous inhalez les substances, vous allez inhaler 4000 substances qui vont trouver place au niveau des poumons, puis
vont rentrer dans le sang. Donc dans tout le corps, ce que vous avez, c'est l'arrivée de ces substances. Donc ils étaient tous les vapoteurs étaient en train de bricoler, de rajouter des piles avec des fils et le fer à souder pour monter de la pression et de faire le truc. C'est ça la radio libre. Maintenant, ils ont oui, mais à force, quand ils faisaient ça, ils faisaient 9 fois sur 10 une bêtise, puis une fois sur 10, ils faisaient un truc d'intelligent. Les fabricants écoutaient ce qu'ils faisaient, ont repris les systèmes. Maintenant, quand vous avez une cigarette électronique, vous leur inversez, le liquide coule pas. Avant, vous en aviez partout sur la table, ce qui était un peu dangereux, parce que c'est un produit dangereux. Et maintenant, quand vous tirez trop dessus, elle s'éteint automatiquement au bout de 3 secondes, donc ça évite le surchauffage, la fabrication d'acroléine. Il y a plein d'innovations techniques qui sont faites. Les cigarettes électroniques qu'on a cette année sont mieux que les dernières. C'est ce que disait Philippe Prel, le docteur Prel, là, dans le film, est un peu vrai. Si on veut un AMM, il faut 2 ans. Autorisation de mise sur le marché, il faut 2 ans. C'est ce qui régit nos médicaments en France. Toutes les cigarettes qui ont 2 ans sont infiniment plus mauvaises que celles de 2013. Donc s'il faut 2 ans pour s'enregistrer comme un truc, on aura toujours, avec autorisation de mise sur le marché, un produit assez médiocre, vieux, pas au point. Peut-être que dans 5-6 ans, le schéma de développement des cigarettes s'arrêtera, mais pour l'instant, le processus de 2 ans nécessaire à avoir une AMM garantit que toutes les e-cigarettes qui seront autorisées comme médicaments seront moins bonnes que celles qui sont sur le marché. C'est quand même un discours étonnant au moment du Mediator. Pourquoi c'est quand même un discours étonnant, même de la part d'un médecin, de dire, écoutez, finalement, tout le système de contrôle qu'on met en place casse les pieds et donc il vaut mieux s'en séparer et puis laissons bricoler. Et d'un autre côté, vous avez un drame. Je pense qu'il est plus efficace sans qu'on fasse peser dessus. Mais au même moment, les gens ont une trouille bleue maintenant du médicament qui lui est hyper surveillé. Oui. Bon, notamment, et c'est vrai qu'avec le Mediator, à l'évidence, il y a eu un problème. Donc même dans un système surveillé, il peut y en avoir un. Donc là, il y a un discours où les gens désirent une grande sécurité. Et de temps à autre, ils laissent faire les choses. Alors, je ne suis pas contre, parce que c'est intéressant, mais je tenais quand même à montrer qu'il y avait là une espèce de contradiction. Il y a une grande sécurité de mourir du tabac, quand même. Moi, j'ai quand même une préoccupation qui est celle des jeunes. Parce que nous avons prévu l'interdiction de vente aux mineurs, comme pour les cigarettes. Et ce qu'il faut faire, c'est éviter qu'avec la cigarette électronique, il y ait une tentation pour les jeunes d'entrer dans la consommation de cigarettes. Et donc là, il faut avoir un discours très clair des pouvoirs publics. Excusez-moi, il y a oui ou non, j'essaie d'aller au plus simple, y a-t-il une traçabilité claire de votre propos de ce produit qui est entré dans la vie des Français et qui s'appelle la cigarette électronique? À ce jour, non. La directive prévoit qu'elle soit... Non, mais la directive, telle qu'elle a été votée, prévoit cette traçabilité. J'entends bien, mais elle n'existe pas au moment où nous parlons. Non, mais on l'a demandé dans notre rapport qu'on a remis à la ministre, et c'est dans la directive. Et il faut un peu de temps. Rapports, mais voilà. Ah non, on a remis un rapport au mois de juin. Il y a déjà une loi votée en septembre. Mais la directive n'est pas encore adoptée. Je rappelle que le Parlement s'est prononcé, mais la directive n'est pas adoptée. Un dernier mot là. États membres, le texte prévoit une plus large place des messages d'avertissement sur les paquets, ou encore l'interdiction, d'ici à 8 ans, des cigarettes aromatisées. Pourtant, pas de quoi crier victoire, selon Corinne Lepage. C'est une victoire pour les anti-tabac ? Ah non. Ah non, pas vraiment. Le vote est passé parce qu'il valait mieux un texte que pas de texte du tout, mais le texte lui-même est plutôt une victoire du lobby du tabac. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Que les éléments essentiels auxquels il tenait sur la taille des... Alors, en ce qui concerne le tabac stricto sensu, sur la taille des caractères pour indiquer la dangerosité, sur les cigarettes à l'amande, sur les slims, tout ça, ils ont gagné. Et puis, sur la cigarette électronique, ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait une réglementation quelle qu'elle soit. Et là aussi, ils ont gagné. Il faut dire que depuis plusieurs années, le Parlement européen est devenu le terrain de jeu des industriels du tabac. Et pour cause, l'Europe est le marché numéro 1 du géant Philip Morris. Il y a quelques semaines, le Parisien révélait la stratégie du cigarettier américain. Pour influencer les débats au sein du Parlement, le groupe avait ciblé en interne plusieurs députés présumés influençables et envoyé quelques 160 lobbyistes sur place pour les rencontrer. Voilà, alors j'ai reçu des cadeaux, entre guillemets, de cet ordre-là. Fichée comme indésirable, Corinne Lepage n'a pas rencontré directement ces lobbyistes, qu'ils n'ont pour autant pas oublié. C'est envoyé. Voilà, mais c'est pour vous dire le genre de pression très directe dont nous sommes l'objet. Donc là, vous voyez, c'est pas un groupe d'intérêt qui vient m'expliquer quelque chose. C'est quelqu'un qui fait directement pression sur moi. Des petits cadeaux entre amis au déjeuner fastueux, les envoyés de Philip Morris auraient disposé d'un budget de plus de 500 000 €
à dépenser autour du Parlement européen. Concrètement, aujourd'hui, le lobby du tabac est infiltré dans le Parlement européen. Oui, clairement, je le dis très clairement, oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on a entendu le débat en plénière hier matin, c'était absolument incroyable. Entre ceux qui faisaient une croisade en faveur de la liberté de fumer tous azimuts, ceux qui faisaient une croisade en faveur de l'emploi dans le tabac, ceux qui... on a eu une déclaration d'un député conservateur britannique disant que le Coran c'était plus dangereux et qu'il faudrait mettre sur le Coran peut tuer parce qu'on tuait plus des gens au nom de la religion qu'il y avait une mort du tabac. Enfin, vous voyez à peu près le niveau quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun argument en réalité pour défendre le tabac. Zéro argument. Mais des intérêts économiques absolument colossaux. Face au spectre de la corruption de l'industrie du tabac, les Nations Unies ont établi il y a quelque temps une convention cadre censée régir les relations entre élus et lobbyistes. Au Parlement européen, Carl Schlyter est pourtant l'un des arguments de l'industrie. C'est pas sur les effets sur la santé, c'est l'ajout d'ammoniac qui favorise une des deux formes de la nicotine et fait que la nicotine passe plus vite. Et donc le grand succès de la cigarette, qui est la première mondiale actuellement, qui était un échec au départ, c'est devenu un immense succès à partir du moment où le fabricant, que je ne citerai pas, a ajouté de l'ammoniac. Et les autres se sont demandé pourquoi cette cigarette augmentait son marché d'une manière impressionnante. Ils l'ont étudié, ils ont trouvé le secret. Et ils n'ont pas dénoncé le petit camarade, ils ont simplement fait la même chose. Ils ont ajouté de l'ammoniac. Alors je dois dire que l'ammoniac fait toujours partie de la liste des substances autorisées actuellement. Donc j'espère qu'on finira par la retirer. S'il y a quelque chose qu'on a vraiment compris, et ça a sans doute été la campagne la plus marquante, c'est qu'il y avait des quantités de saloperies, pour dire les choses simplement, dans les cigarettes. On vient de l'évoquer, alors, et puis il y a ce chiffre des 4000 substances. Pardonnez-moi, mais je rebascule dans l'autre sens. Peut-on répondre clairement à la question, la e-cigarette est-elle pleine aussi, elle, de saloperies? Alors peut-être en moins grand nom, mais voilà, j'utilise volontairement ce terme parce que maintenant qu'on l'a rentré dans notre tête concernant la cigarette tabac, on se pose la question sur cet étrange objet que vous avez dans la main. Le tabac, c'est plus compliqué parce que le tabac, il y a le produit tabac et ce qu'on respire, c'est de la fumée du tabac qui a brûlé. Absolument. Alors qu'avec ça, on met du liquide et ce qu'on respire, c'est ce qu'on a mis dans le liquide à 98%. Donc il y a peu de modifications du liquide. Donc en contrôlant bien le liquide, on contrôle ce qui rentre dans le corps. Quand on met de la nicotine dedans, on retrouve 3/4 de la nicotine, enfin transformée, mais dans les urines. On met du propylène glycol, on sait ce que c'est, alors on peut discuter, ou un autre produit dedans. On voit ce qui sort. Donc et on met des arômes, on voit ce qui sort. Là, les arômes, ils sont pas bien étudiés. Hein. C'est des arômes alimentaires. C'est des arômes qui sont testés pour le manger. Mais c'est la soupe, par exemple, de boire un verre de soupe, c'est bon. De se mettre un verre de soupe dans le poumon, c'est pas bon. Donc c'est pas parce que ça a été testé pour l'alimentation que c'est testé pour ça. Donc il y a des progrès à faire dedans. Et on voit que les arômes où il y a du café, par exemple, sont plus toxiques sur les cellules pulmonaires que des arômes où il y a d'autres produits dedans. Donc il y a beaucoup de progrès à faire dedans. Mais ce qui sort de ça, c'est essentiellement du propylène glycol ou de la glycérine végétale et de la nicotine, mais qu'on retrouve dans la pièce où on fume. Si on ramasse la moquette dans une pièce où on a vapoté, on aura de la nicotine sur la moquette. Hein. Ça vous dérange, vous, quand on vapote à côté de vous? Pour moi, c'est une incitation au tabagisme et donc il ne faut pas le faire. Je ne suis pas sûr. Ma question, c'est est-ce que ça vous indispose? Quand on peut être indisposé par une fumée de cigarette. Quand il y a quelqu'un qui fait 2 fois discrètement, ça ne me gêne pas. Quand j'ai à côté de moi au bureau quelqu'un qui est juste à côté toute la journée tire dessus, oui, les gens se plaignent beaucoup. Et donc l'avantage de dire qu'on ne peut pas fumer sur le lieu de vapoter sur le travail, c'est que les gens vont en bas de l'immeuble. Le premier jour, il y a un vapoteur, 10 fumeurs qui discutent ensemble. Après une semaine, il y a 2 vapoteurs, 8 fumeurs. Après 3 semaines, il y a 3 vapoteurs. Oui. Ils voulaient que tous les petits vendeurs aient leurs conditions de vente ou tout ça. C'est une vraie association du type de ce qu'on a connu avec les associations de malades de sida avant. Mais dans les autres pays européens, beaucoup d'associations sont reprises par les fabricants d'e-cigarettes ou en Allemagne, où comme ils avaient trop peur du médicament, ils sont plus ou moins alliés avec l'industrie du tabac. Donc elles ne sont pas partout indépendantes, les associations. Pour l'instant, en France, on a une situation angélique qui ne va pas durer éternellement. Mais sur le fond, les vapoteurs, ce que dit l'association des vapoteurs, c'est la réalité de tous les gens qu'on voit un par un en consultation. Donc ils reflètent une vraie réalité de terrain et de façon relativement intelligente. Qui fabrique ces produits? Pardon, vous vouliez intervenir. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que derrière tout ça, il y a aussi un effet de mode.
Et il ne faut pas négliger la posture, l'effet de mode qui fait que ça fait bien, alors que par ailleurs, on voit bien qu'il y a une représentation de plus en plus négative du fumeur. Et donc, moi, ce dont j'ai peur avec la cigarette électronique, c'est qu'on passe de cette représentation négative du fumeur qui est à côté de vous, qui a, vous l'avez dit vous-même, une image de plus en plus dégradée, et puis la cigarette électronique qui fait bien, des beaux objets, et c'est quand même un risque pour ce monde sans tabac auquel nous aspirons. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Les fumeurs ne sont pas des gens à image dégradée, c'est des gens qui sont malades parce qu'ils ont le cerveau modifié par une maladie qui s'appelle la dépendance à la nicotine. C'est des victimes du tabac et 80% des fumeurs, ils voudraient être non-fumeurs. Donc il ne faut pas dire que le fumeur a une image dégradée. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir aussi une image dégradée. Non, mais leur image maladie, dans la société, oui, juste oui. Pardonnez-moi, je vous parlais tout à l'heure du fameux cow-boy. Il a été un héros il y a 40 ans, aujourd'hui tout le monde rigole. Enfin, je veux dire, on se dit, de toute manière, les cow-boys en 1850 ne fumaient pas, il n'y avait pas de cigarette. Quand on voit Lucky Luke avec une cigarette, c'est une erreur historique qui a été corrigée. Après, on lui a mis un vrai d'herbe dans la bouche. C'est comme les mondes d'Astérix. Mais sur le fond, les fumeurs, ils veulent tous s'arrêter. Là, on offre quelque chose qui est à la mode, je suis d'accord, qui leur permet de sortir. Et pour l'instant, actuellement, pour encore quelques années, il faut faire que ce produit soit le plus à la mode possible pour qu'il sorte le plus en plus. Si un jour, on voit que les jeunes accrochent pour ce produit mode et rentrent dans le tabac avec ça au moment d'en sortir, il faudra dire stop, on arrête, on supprime les parfums, on supprime, etc. Alors, donc tant que c'est un produit de sortie, il faut le favoriser. Question très simple, produit de sortie, je retiens cette notion. Deuxième notion abordée et exprimée dans le reportage. On voit un vapoteur qui visiblement fume encore un peu, qui nous dit « je fume moins nocif ». Je crois que la jeune femme dit « je fume moins nocif ». Ça amène la question que je vous posais il y a quelques instants. Alors est-ce que vous nous le confirmez? Deuxième chose, sait-on qui fabrique tous ces produits? C'est entre les mains de qui et avec quel... Voilà, que sait-on de la fabrication de la cigarette elle-même, des produits qu'on met dedans et qui commencent à prendre les atours de produits assez attractifs. Gérard Dubois. Alors moi, je veux dire, il y a une chose qui m'étonne, c'est le texte qui a été voté à... On est dans l'incertitude avec la cigarette électronique, mais on n'a jamais mis en évidence de problèmes sanitaires nets avec cette cigarette électronique. On n'a pas, ça fait quand même 2 ou 3 ans que des millions et des millions de personnes fument des cigarettes électroniques. Pour l'instant, rien n'émerge, rien n'apparaît, il n'y a pas de signal épidémiologique. Donc, mais est-ce qu'une addiction qui ne poserait pas de problème de santé serait une addiction contre laquelle la société devrait lutter? Après, il y a des gosses qui sont addicts au sucre, voilà, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Vous voulez qu'on lutte globalement contre les addictions? Il paraît que l'homme est un animal addictif. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je l'ai entendu dire. C'est une vraie question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on doit lutter contre toutes les addictions, quelles qu'elles soient, même si elles ne posent pas de problèmes sanitaires ou sociaux? Il y a eu la même discussion avec le snus. Le snus était présenté, vous savez, c'est du tabac chiqué dans un petit tissu qu'on se met entre entre les gencives et la joue, voilà, et qui est très utilisé en Suède. Et donc là aussi, il n'y a pas de combustion. Et donc on se disait, est-ce que finalement, c'est pas bon? Et là, finalement, ça finit par se régler tout seul. Parlons d'autre chose, quoi. Donc, mais il y avait eu cette discussion d'avoir une solution qui permet de remplacer la cigarette et qui était évoqué avec des essais randomisés qui ont été commencés et dont on n'a pas encore les résultats. Et on n'en parle plus. Et on a montré qu'il y avait moins de cancer du poumon en Suède depuis qu'ils avaient lancé l'essai. Enfin, c'est une étude que j'ai vue récemment. Je pourrais que vous retrouver. Il faut voir où on met le curseur, en fait. C'est ça là, qui est important. Il faut s'adapter. Je vais passer aux questions SMS. Alors, téléspectateurs, puis-je vapoter dans un lieu non fumeur? Légalement? Il faut que le Conseil d'État se prononce, parce que le Conseil d'État... Donc pour l'instant encore oui. Pour l'instant encore oui. Après ça devient une question de courtoisie vis-à-vis des gens qui vous entourent. Oui, on revient au stade de la courtoisie dont on sait qu'il n'était pas d'une grande efficacité. Oui. Non, ça dépend de l'interprétation juridique. Il est interdit dans un lieu non fumeur de faire une incitation tabagiste. Si vous vapotez dans un lieu non fumeur et si quelqu'un vous attaque, peut-être que le juge considérera que c'est une incitation tabagiste. Il n'y a pas de juridique aujourd'hui. On peut pas dire que c'est autorisé. C'est clair. On peut dire que c'est pas précis, que c'est pas sûr. On est dans l'incertitude. On
n'est pas dans l'autorisation. D'accord. Et si tout ce débat n'était du coup au fait que l'État ne peut pas taxer le consommateur comme sur le tabac, sous-entendu, est-ce que le lobby de Bercy est à l'action La Cour des comptes a dit le tabac rapporte 15 milliards à la France, il coûte 45 milliards. Chaque milliard gagné pour le tabac coûte 3 milliards. Le tabac est un gaspillage financier pour les ménages et pour l'État. Moins il y a de cigarettes, plus l'État sera riche. Merci de le rappeler. 3 fois plus. 3 fois plus. En coupure. Qui se trouve derrière les cigarettes électroniques? Alors, on a essayé d'y répondre tout à l'heure. Des vapoteurs. J'entends bien, mais je pense que c'est assez dispersé. Je pense pas. Autant j'avais des... Il y a, vous l'avez dit vous-même, une image de plus en plus dégradée. Et puis, la cigarette électronique qui fait bien, des beaux objets. Et c'est quand même un risque pour ce monde sans tabac auquel nous aspirons. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Les fumeurs ne sont pas des gens à image dégradée, c'est des gens qui sont malades parce qu'ils ont le cerveau modifié par une maladie qui s'appelle la dépendance à la nicotine. C'est des victimes du tabac et 80% des fumeurs, ils voudraient être non-fumeurs. Donc il ne faut pas dire que le fumeur a une image dégradée. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir aussi une image dégradée. Non, mais leur image dans la société, pardonnez-moi, je vous parlais tout à l'heure du fameux cow-boy. Il a été un héros il y a 40 ans, aujourd'hui tout le monde rigole. Enfin, je veux dire, on se dit, de toute manière, les cow-boys en 1850 ne fumaient pas, il n'y avait pas de cigarette. Quand on voit Lucky Luke avec une cigarette, c'est une erreur historique qui a été corrigée. Après, on lui a mis un bras d'herbe dans la bouche. C'est comme les mondes d'Astérix. Mais sur le fond, les fumeurs, ils veulent tous s'arrêter. Là, on offre quelque chose qui est à la mode, je suis d'accord, qui leur permet de sortir. Et pour l'instant, actuellement, pour encore quelques années, il faut faire que ce produit soit le plus à la mode possible pour qu'il sorte le plus en plus. Si un jour, on voit que les jeunes accrochent pour ce produit mode et rentrent dans le tabac avec ça au moment d'en sortir, il faudra dire stop, on arrête, on supprime les parfums, on supprime, etc. Donc tant que c'est un produit de sortie, il faut le favoriser. Question très importante. Produit de sortie, je retiens cette notion. Deuxième notion abordée et exprimée dans le reportage. On voit un vapoteur qui visiblement fume encore un peu, qui nous dit « je fume moins nocif ». Je crois que la jeune femme dit « je fume moins nocif ». Ça amène la question que je vous posais il y a quelques instants. Alors est-ce que vous nous le confirmez? Deuxième chose, sait-on qui fabrique tous ces produits? C'est entre les mains de qui et avec quel... Voilà, que c'est donc de la fabrication de la cigarette elle-même, des produits qu'on met dedans et qui commencent à prendre les atours de produits assez attractifs. Gérard Dubois. Alors moi, je veux dire, il y a une chose qui m'étonne, c'est le texte qui a été voté par le Parlement européen supprime ou va interdire les arômes dans les cigarettes. Et dans le même temps, vous avez entendu, on multiplie les arômes dans la cigarette électronique. Je sais pas, il n'y a pas une contradiction là quelque part. Bon, mais sur les fabrications, sur les fabrications, je crois que Bertrand Dutzenberg connaît mieux que moi les lieux de fabrication. Il y avait beaucoup en Chine, mais maintenant ça tend à diffuser dans certains pays, y compris en France. Voilà. Donc vous trouvez qu'on a un suivi clair. D'abord, à la question qui fabrique, on répond quoi? Alors, l'essentiel est fabriqué en Chine, mais il y a un très gros fabricant d'e-liquide en France qui fabrique plus que la consommation française. Tous les produits, il y a 3 ans, ils étaient mal fabriqués. Jusqu'en 2010, c'était mal fait. Il dépend de quelqu'un, il est dans un groupe connu. Maintenant, il y a à peu près 100 000 C'est un laboratoire pharmaceutique? Il y a un certain nombre de labos, mais la plupart des usines chinoises qui font les liquides, c'est d'anciennes usines qui sous-traitaient de médicaments et qui maintenant font des liquides. Ils travaillent pratiquement tous avec des substances PHP, c'est-à-dire qui sont certifiées qualité pharmaceutique. Ils achètent leur nicotine au même endroit que